Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 30 septembre 2025, dernier jour du 9e mois de l'année 2025. Demain déjà, nous serons le 1er octobre. Et justement, c'est la date choisie par la police républicaine pour la mise en œuvre du contrôle de la circulation des véhicules à vitres teintées ou opaques. Qu'est-ce que nous devons savoir concrètement? Quelles dispositions devriez-vous prendre si vous ne les avez pas encore faites? Eh bien, on va en parler avec le porte-parole de la police républicaine, le commissaire-major Éric Wourou Yerima, qui sera sur ce plateau avec Patrick Diossou. Mesdames, Messieurs, vous savez que nous avons le droit de nous soigner, de nous faire soigner dans les hôpitaux. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un décret qui encadre tout ceci et que la sécurité du patient est inscrite en lettres d'or en République du Bénin? Il y a beaucoup de cas d'erreurs médicales comme ça qui emportent nos compatriotes. Qu'est-ce que l'autorité donc de régulation du secteur de la santé fait? Yasmine Damata et son invité, nous en parlerons et nous aurons beaucoup plus de détails. Mesdames, Messieurs, vous savez aussi que quand on était un peu plus petit, c'est beaucoup plus pour les filles aussi, hein. Bon, même si quelquefois les garçons s'essayent à la chose, le Buntu qui était un jeu, qui était un divertissement est devenu aujourd'hui un sport, une discipline sportive à part entière. Comment est-ce que l'on intègre la fédération béninoise de Buntu? Comment est-ce que de divertissement on est arrivé à en faire une discipline sportive? Ghislaine Adimi se fera le plaisir de nous raconter l'histoire. Mesdames, Messieurs, voici un peu la charpente de votre émission, mais vous savez également que pour démarrer cette émission, c'est aussi la messe politique qui commence. Et avant tout ceci, celle qui se charge d'ouvrir le bal, c'est bien la plus géniale de la rédaction. Génial, bonjour. Bonjour Alain. Comment ça va ce matin? Bien et vous-même? Fidèle au poste. Hein? Comme d'habitude et vous aussi. Tranquille, par la grâce de Dieu. Et ça fait Alors avec plaisir. vous, on va avoir les informations de la journée. On ouvre le premier, la première page, la première édition de l'information par ici. Tout à fait, on va y aller. D'accord. Allez, mesdames, messieurs, on va installer Génial Afouda Monsi Agoka. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Du succès au-delà des attentes pour le Bénin à l'issue de la table ronde dédiée à la mobilisation des ressources pour le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Les partenaires financiers ont mobilisé plus de 442 millions de dollars, soit 126% de l'objectif initial. Syriac Edon, directeur général des politiques de développement au ministère du Développement, revient sur les engagements obtenus. Il est au micro de Sientich Kinkpon, Igor Ayosso et Patrick Benou. À l'issue de nos échanges, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons reçu des partenaires des engagements fermes de financement du projet à hauteur de 442,5 millions de dollars US, soit 252,8 milliards de francs CFA, ce qui représente 126% de financement attendu, qui est de 350 millions de dollars US, soit 200 milliards de francs CFA. Ce financement substantiel permettra de renforcer les interventions nutritionnelles à fort impact, d'élargir la couverture géographique du programme et d'assurer une mise en œuvre efficace et durable des actions prévues sur le terrain. Pour les ressources qui ont été annoncées dans le cadre de cette table ronde sont destinées à compléter les ressources de l'État pour les interventions prévues dans le cadre du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, qui est un projet assez critique pour le renforcement du capital humain au Bénin. Nous saluons aussi tous les partenaires pour leur engagement, leur solidarité et leur appui technique et financier qui permettront au Bénin de faire la différence sur ces problématiques-là au niveau de tous les pays de l'Afrique. Que pense-t-elle du Bénin d'aujourd'hui? Croissance, inclusion ou encore réforme? Esther Duflo donne son analyse. Rappelons qu'elle est le prix Nobel de l'économie de l'année 2019. Eh bien, elle donne son analyse sur les performances économiques du Bénin. On l'écoute au micro de Patrick Benou et Ariane Da Silva. D'abord, félicitations pour ces performances.
Ensuite, il y a une question, disons, de stabilité macroéconomique de base dont on ne peut pas faire l'économie, et le Bénin, de cette manière-là, est un exemple. Mais enfin, je crois qu'il faut vraiment garder en tête l'importance du capital humain et les investissements en capital humain dont on ne voit pas les résultats immédiatement, parce que on investit dans les petits-enfants et ça va prendre un moment pour ces petits-enfants, pour aller à l'école, pour apprendre mieux, pour avoir plus de chances d'aller à l'école secondaire, puis à l'université, et apprendre de mieux en mieux et participer à cette croissance. C'est-à-dire, vous pouvez penser à l'économie du Bénin comme un train qui est dans de bonnes directions, aux investissements en capital humain comme la chance de donner au plus de gens possible l'opportunité de monter dans ce train et de participer. Et une fois qu'ils seront montés dans ce train, ils pourront participer à l'effort, ce qui le transformera de performance conjoncturelle efficace à un vrai changement structurel. 7 jeunes journalistes ont été primés dans le cadre du concours d'Ohami dédié à la santé sexuelle et reproductive, un plaidoyer fort pour un meilleur accès à l'information porté par le réseau des journalistes pour les droits en santé, Hilaire Kodjo et Julia Kouikou. 87 candidats, 4 catégories et un même engagement, informer, sensibiliser, défendre les droits sexuels et reproductifs. À l'issue du concours organisé par le réseau des journalistes pour les droits en santé sexuelle et reproductive RJDSSR Bénin, 7 lauréats ont été distingués, une victoire pour la relève médiatique et pour la cause. Ce concours récompense donc les meilleures productions journalistiques, presse écrite, radio, télévision et web, abordant les DSSR avec un focus particulier sur le cadre légal béninois révisé en 2021 en matière de santé sexuelle et reproductive. Ce soir, nous ne remettons pas seulement des prix aux professionnels des médias, mais nous voudrons célébrer des voix qui ont osé briser le silence, des voix qui ont porté des récits de vie, des combats et des espérances. Parmi les lauréats, 2 journalistes du service public de l'audiovisuel ont hissé haut les couleurs de la SRTB. Modeste Adani de Radio Bénin, premier de sa catégorie, et Victorine Bondé de Bénin TV, deuxième en télévision. Pourquoi investir dans un journalisme responsable? Le comité d'organisation, à travers le concours d'Ohami à voix égale, a lancé un plaidoyer. Plus de la moitié des participants ont peiné à avoir accès à des sources crédibles et seulement 16% ont reçu une formation sur les DSSR. Et nous avons une direction qui est en charge des statistiques sanitaires et qui fournit les informations. La porte du ministère de la Santé, elle est ouverte. Venez quand vous voulez, tapez à toutes les portes, vous aurez accès aux informations. Ces efforts contribuent à renforcer l'éthique et la déontologie qui doivent toujours guider notre métier. Je voudrais compter sur vous pour que la prochaine édition soit, pourquoi pas à Natitengu, à Kobli, à Parakou, à Aboumé chez moi. Cette cérémonie consacre des talents et interpelle les décideurs pour que les voix des DSSR résonnent plus fort, plus loin et plus juste. Direction d'Edokpo, l'un des plus grands quartiers de Cotonou-Est. Là-bas, habitants et leaders locaux se sont retrouvés pour réfléchir au développement et à l'émergence. Une rencontre conviviale marquée par un appel fort à la solidarité lancé par la Fondation Sylvanus Haïti. Marcel Arrossi nous raconte. Au cœur du 4e arrondissement de Cotonou, l'effervescence gagne d'Edokpo, l'un des plus vastes quartiers de la capitale. Ici, le temps d'un rassemblement, les voix s'élèvent et les ambitions s'unissent pour penser développement et tracer les sillons de l'émergence. Dans une atmosphère où convivialité et harmonie s'entrelacent, les habitants réaffirment leur volonté de bâtir ensemble. Pas de dissonance, mais une même mélodie, celle de l'unité, de la solidarité et de la main tendue. Derrière cette communion, la Fondation Sylvanus Haïti. Pendant longtemps, nos frères ont manqué d'unité. Les querelles nous ont divisés.
même au cœur de ce qui nous avait rassemblés. Les absences, les silences, les regards fuyants. Tout cela a laissé des cicatrices. Aujourd'hui, plus jamais ça. Je lance un appel à toutes les couches sociales, jeunes, femmes, ouvriers, commerçants. Mettons de côté ce qui nous sépare et protégeons ensemble ce qui nous unit. Message fort, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Ici à Délokpo, les rêves commencent par se tisser en commun et l'avenir prend déjà les couleurs d'un destin partagé. Présidentielle 2026, les soutiens à la candidature du ministre d'État Romuald Wardani se multiplient. Le Creuset Gros 26, entendez Génération Romuald Wardani 2026, a officiellement lancé ses activités, occasion pour ses membres d'afficher leur engagement derrière celui qu'ils considèrent comme le candidat du renouveau. Gros 2026 l'affirme haut et fort. Après la présidentielle de 2026, l'avenir du Bénin passe par Romuald Wardani. Pour ses militants, les réformes économiques et financières pilotées par l'actuel ministre d'État constituent la preuve de son leadership et de son aptitude à garantir un développement durable et inclusif. Homme de résultats, d'intégrité, il a porté nos finances nationales et notre économie à des niveaux salués par des grandes agences de notation. À ses côtés, une femme exceptionnelle, Mariam Chabi Tarata. Ensemble, ils ne forment pas seulement un ticket électoral, mais une vision. Ils forment une promesse. Ils forment un avenir. Le mouvement Génération Wardani 2026 pour que Fort de cette conviction, ces militants de la génération Romuald Wardani 2026 se disent engagés et prêts à œuvrer pour porter à la tête du pays ce choix de la mouvance présidentielle. Il a démontré que la jeunesse, quand on lui fait confiance, il a démontré que la jeunesse, quand elle est déterminée, elle prend sa place. Le Bénin mérite ce qu'il y a de mieux parce que nous rêvons grand. Et pour ce meilleur, nous disons tous, nous croyons tous et nous sommes convaincus que de ce duo-là dont nous avons besoin. Au-delà d'une simple prise de position politique, Gros 2026 se veut porteur d'une ambition, celle d'un Bénin fondé sur la compétence, la rigueur et la jeunesse, afin d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et puisque nous parlons d'engagement, intéressons-nous à présent à cette jeunesse béninoise, celle d'ici, mais aussi de la diaspora, qui refuse désormais d'être de simples spectateurs. Notre voix compte, un slogan fort porté par une jeunesse désireuse de justice et d'équité. À travers cette initiative, eh bien, les jeunes s'informent, se mobilisent et prennent la parole. Reportage signé Gloria Oni et Françoise Issou. La jeunesse incarne à la fois une force d'innovation, un moteur de changement social pour construire un avenir plus juste, plus durable et plus inclusif. C'est dans cette dynamique de réappropriation citoyenne que s'inscrit l'initiative Notre Voix compte. Aujourd'hui marque le début d'un voyage où chaque voix, quelle que soit son origine, ses opinions ou sa situation géographique, trouve sa place et son écoute. Dans un contexte africain où les enjeux d'aujourd'hui imposent un engagement de la jeunesse et de la diaspora au processus de restauration de la dignité, de la souveraineté, d'équité et de justice, cette transition intergénérationnelle au Bénin doit passer par l'amélioration de la représentativité des jeunes et de la diaspora dans les instances décisionnelles. L'avenir du Bénin ne peut être bâti durablement sans ses forces vives, sans sa jeunesse et sans sa diaspora. Mais cette force démographique n'est pas encore pleinement traduite en force politique, économique et sociale. Notre voix compte vise à corriger ce déséquilibre, à promouvoir la justice démographique
et à instaurer une équité sociale durable. Notre voix compte part du principe que la jeunesse est mieux placée pour construire une nation. On parle sécurité dans ce bulletin focus sur une simulation inédite dans le département des Collines. Les tensions entre agriculteurs et éleveurs restent une préoccupation majeure dans certaines régions du Bénin. Et pour mieux y répondre, la police et l'armée ont organisé une opération de simulation baptisée Task 2025, un exercice grandeur nature mené dans les communes les plus exposées. Canel Kakpo et Pierrette Adin aussi y ont assisté. Cette scène n'est pas un affrontement entre population et forces de l'ordre. C'est plutôt des simulations d'échauffourées qui font suite à un sévère conflit entre agriculteurs et éleveurs. Tout est parti de la destruction d'un champ agricole par un troupeau de bœufs. De vastes champs sont dévastés par ces ruminants sous le regard impuissant des agriculteurs. Une fois les dégâts constatés, les propriétaires de ces cultures se sont mobilisés pour repérer les traces du troupeau. S'en est suivi un affrontement entre les deux camps. L'incident a occasionné des blessés graves et des pertes en vies humaines. L'exercice auquel nous venons d'assister est une simulation d'une crise entre éleveurs et agriculteurs. Et ça nous a permis tout simplement de voir la synergisation entre les différentes disciplines qui interviennent pour la gestion d'une crise. Mais également, on a des moyens, des nouveaux moyens qu'il faut tester lors de ces exercices. L'objectif de l'exercice est d'accroître nos capacités, de tester notre niveau d'opérationnalité et à partir de cet exercice, de tirer les leçons pour accroître nos capacités opérationnelles. Dans une approche intégrée et de coopération interforce dans la prévention et la gestion des crises sécuritaires, cet exercice de simulation représente ainsi une démarche d'anticipation face aux risques de conflits agropastoraux dans la région. C'est un bel exercice, il est beau dans sa conception, il est beau dans son exécution, parce que dans l'armée comme dans la police, tout est à base d'entraînement. Et je suis admiratif devant ce qu'ils ont eu à faire parce qu'ils ont choisi des thèmes qui sont très actuels, des thèmes qui vont nous permettre d'éviter que des communautés ne mettent à mal notre vivre ensemble. Aujourd'hui, on peut dire que les unités opérationnelles sont mieux renforcées de par cet exercice et puis dès qu'il y aura d'éventuelles crises, ça va permettre de gérer au mieux et promptement la crise. L'opération Task 2025 a bénéficié du soutien financier et technique de l'Agence belge de développement ENABEL et de la collaboration de plusieurs structures nationales dont l'Agence béninoise de protection civile, la Direction générale des eaux, forêts et chasses et l'appui de l'armée. Allez, on descend tout doucement, mais avant cela, on découvre ensemble les marchés ouverts ce mardi. C'est parti. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin. On se retrouve demain, même heure, même canal. Voilà, Alain, le thé que vous êtes allé me chercher, vous en avez mis du temps. En tout cas, je ne vous le fais pas dire. En tout cas, à la fin, il y a de l'eau chaude qui vous attend. Ça, j'en suis sûr, parce que vous avez mis du temps. C'est important. Allez, merci beaucoup, Génial. Allez, bonne journée. À demain. À demain. Allez, mesdames, messieurs, on poursuit cette émission et vous savez désormais qu'après le journal, c'est bel et bien la politique qui s'installe. Et nous sommes dans la fièvre, tout petit peu le début des fièvres électorales sur l'échiquier politique nationale. Les choses bougent. Comment est-ce que l'on peut comprendre ce type de mouvement? Eh bien, avec un acteur politique, on va en parler. Monsieur Aïzanon, merci de me rejoindre sur ce plateau, s'il vous plaît. Nous allons, avec vous, évoquer la situation politique, je dirais, de notre pays à l'aune des élections de 2026. Monsieur Judas Aïzanon, bonjour. Bonjour, monsieur Sochema. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Vous êtes un acteur politique et nous avons bien envie de vous demander ce matin comment est-ce que l'on peut comprendre les différents mouvements qui s'observent sur l'échiquier politique national actuellement, où il y a des alliances, il y a des rapprochements, il y a des tractations, il y a des négociations. Est-ce que tout ceci est naturel? Bon,
On dira que c'est naturel à partir du moment où on est à quelques encablures des prochaines élections générales. Il est de bon ton que les acteurs politiques se concertent, se positionnent ou se repositionnent en fonction de leur grille de lecture, en fonction de leurs ambitions. Et donc, qu'on observe actuellement que ça commence par échanger, ça commence par bouger, on va dire fort heureusement. On a mis un peu de temps avant de démarrer et parce que le nouveau code électoral, d'une manière ou d'une autre, a contraint tout le monde, n'est-ce pas, à respecter un certain calendrier avant de descendre sur le terrain. Et ça a commencé tout petitement. On peut dire que c'est toujours une très bonne chose pour la démocratie quand les acteurs politiques investissent le terrain, commencent par échanger. Vous avez évoqué le code électoral, du moins le nouveau code électoral en vigueur en République du Bénin. Ce code parle d'accord de gouvernance. Quand on parle d'accord de gouvernance, quelle nuance peut-on en faire avec une alliance politique? Bon, c'est vrai que le législateur lui-même n'a pas semblé tout le temps en mesure d'apporter une nuance totalement claire par rapport à ces deux notions. Mais je pense fondamentalement ce qu'il faut retenir, c'est que les alliances, on était habitués à voir des partis politiques qui mettent leurs moyens ensemble, qui mettent leur stratégie ensemble et qui parfois s'entendent même pour concevoir une liste ensemble pour aller aborder une élection. On les voit même battre campagne ensemble. Parfois, à l'occasion, on cherche un nom commun, n'est-ce pas? Ça, c'est une alliance. C'est ce à quoi nous étions habitués avant que le nouveau code électoral ne vienne interdire, n'est-ce pas, les alliances pour qu'on parle maintenant d'accord de gouvernance. Accord de gouvernance voudrait que chacun aille d'abord à l'abordage, batte campagne avec ses propres moyens, avec son logo, avec sa stratégie, mais qu'en amont, on est convenu de la possibilité qu'une fois le pouvoir conquis, on va se mettre ensemble pour gérer. Bon, personnellement, j'ai souvent du mal à totalement faire le distinguo à partir du moment où je me dis c'est difficile de s'accorder sans être des alliés, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas aller dans la même direction sans s'entendre. Sans s'entendre. Donc, bon, c'est voulu ainsi. Le législateur sait ce qui est recherché. Certainement que c'est pour obliger les partis politiques à avoir une certaine assise importante avant d'aller, n'est-ce pas, à ces différentes élections. Et vous savez d'ailleurs que désormais, il y a des effets juridiques qui sont attachés à cette notion d'accord de gouvernance, parce que selon que vous avez passé un accord de gouvernance ou pas, les conséquences juridiques ne sont pas forcément les mêmes. Au moment, par exemple, de la répartition des sièges, on pourra vous appliquer soit les 20% par circonscription électorale, comme on pourrait additionner les pourcentages selon que vous êtes en accord de gouvernance où il suffirait peut-être d'avoir 10% pour réunir ensemble les 20%. Donc les effets juridiques attachés ne sont pas les mêmes selon que vous passez un accord de gouvernance ou que vous décidez affronter ces échéances électorales seules. Le Béninois lambda, s'il était sur ce plateau, vous poserait cette question. Comment comprendre qu'un parti qui s'est toujours réclamé de l'opposition se retrouve à signer un accord de gouvernance avec la mouvance présidentielle pour aller aux élections? Pour être honnête avec vous, le citoyen que je suis jusque-là a du mal à comprendre. Parce que pour moi, un accord de gouvernance, comme on le dit, c'est que idéologiquement, vous partagez un certain nombre de valeurs ensemble. Vous êtes proches. Vous êtes proches. Vous avez envie de mener un combat politique ensemble. Mais que vous vous opposiez
et que vous vous retrouviez à passer un accord de gouvernance, cela suppose peut-être que vous anticipez le fait que désormais vous abandonnez votre position initiale, que vous n'êtes plus en opposition frontale, n'est-ce pas, avec celui avec qui vous vous mettez ensemble. Cela va sans dire. On a beau utiliser tout ce qu'il y a comme subterfuge pour tenter de masquer la chose, c'est difficile d'être opposé et de se mettre en accord de gouvernance. Aujourd'hui, le parti politique qui se met dans cette posture-là, je vous vois venir certainement les forces Kori pour un Bénin émergent qui désormais viennent passer un accord d'une manière ou d'une autre. C'est difficile de se combattre après, n'est-ce pas? Une fois le pouvoir acquis, ça veut dire que cette formation politique abandonne l'étoffe de partis politiques d'opposition. Il appartiendra à ses électeurs qui le suivent de le comprendre dans cette nouvelle posture et de ne pas le comprendre. Mais il faut noter aussi qu'il y a une difficulté qui amène les FCBE certainement à passer un pareil accord. La difficulté, c'est que seuls, ils n'ont pas la capacité d'aller aux prochaines élections générales. Ils n'ont pas cette capacité-là, en tout cas pour ce qui concerne la présidentielle, où il faut avoir un certain nombre de parrainages. Et donc, pour s'assurer, n'est-ce pas, qu'on puisse leur donner quelques parrainages, la FCBE s'est sentie obligée d'aller négocier des choses avec, n'est-ce pas, ce parti de la mouvance présidentielle. D'accord. Alors, M. Ezanon, ça donne l'image de deux voisins qui ne s'entendent pas du tout, et puis un jour, l'un va voir l'autre pour dire « passe-moi les clés pour que j'aille ouvrir ma maison ». C'est vrai que, dit ainsi, ça peut faire sourire, mais c'est pratiquement cela. Alors, M. Ezanon, venons-en au duo candidat. On connaît pour la mouvance présidentielle. Au niveau de l'opposition, à votre avis, jusqu'où irait encore le suspense? Oui, de toute façon, le suspense ne pourrait dépasser le 14 octobre, puisque c'est la date limite pour le dépôt des dossiers au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Le parti politique d'opposition, sinon les partis politiques d'opposition, parce que il est possible également, selon ce qu'on entend, que la FCBE puisse désigner de candidats. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'accord avec le parti de la mouvance présidentielle. Donc, les partis politiques d'opposition prennent leur temps, se concèdent certainement. On a pu voir qu'il y a un processus qui a été lancé du côté du parti Les Démocrates. Avant-hier. Et le processus semble suffisamment clair. C'est dans cette semaine-là, notamment à partir du 1er octobre, que les différentes candidatures commencent par être réceptionnées au niveau de leur secrétariat administratif. Et ça va partir du 1er octobre jusqu'au 4, n'est-ce pas, pour réceptionner les différentes candidatures. Des commissions ont été installées pour connaître de ces candidatures-là, pour les évaluer, les étudier, et procéder certainement par élimination ou classement avant que ça n'aille au niveau d'une instance supérieure qui va trancher en dernier ressort. Moi, je trouve que ces partis-là fonctionnent selon leur propre schéma, selon certainement également leurs tests. C'est de bonne guerre, ça ne saurait tarder, mais c'est tout à leur honneur d'être dans une organisation et de s'en tenir à cette organisation. La mouvance, quant à elle, c'est aller un peu plus vite, vous voyez, parce que quand on est à la tâche, quand on gère et quand on a la chance d'avoir aussi un chef de famille qui peut discipliner les appétits, qui peut appeler les uns et les autres, les concilier, ça peut aller un peu plus vite, ce qui n'est peut-être pas exactement le cas d'une formation politique de l'opposition qui doit s'organiser pour éviter aussi des écueils. Oui, mais en faisant cette comparaison, l'on reprocherait, Dame Rumeur reprocherait quand même à la mouvance de ne pas avoir fait des primaires en son sein, élaborer un processus clair et net et transparent qui permet de savoir, voici le chemin par lequel nous avons pris pour désigner les candidats, contrairement à ce que l'opposition fait. Je suis d'accord avec vous que le processus est perfectible, que ce soit ce qui se fait du côté de l'opposition actuellement ou ce qu'on a pu voir du côté de la mouvance.
le processus est largement perfectible. Les primaires auraient voulu que, effectivement, dans toutes les sections, qu'on puisse susciter les intentions de candidature, qu'on recueille les différentes candidatures et qu'on commence par procéder par élimination et que quelques figures majeures s'imposent avant qu'on ne puisse sortir le duo. Ben, ça ne s'est pas vu du côté de la mouvance présidentielle. J'espère que pour d'autres élections, on pourra véritablement aller jusqu'à ce niveau-là pour que ça ne paraisse pas comme une imposition, comme une désignation où on a forcé la main, où on a étouffé un certain nombre d'ambitions. Il faut le dire, il y avait des gens qui avaient clairement des ambitions. Peut-être que nous qui sommes devant vous, on aurait pu candidater si véritablement c'était plus libre, plus ouvert. Mais qu'à cela ne tienne, la mouvance s'est organisée à sa façon, mais on retient quand même que ce qui se passe du côté de l'opposition, on ne peut pas cracher là-dessus. C'est une forme d'amélioration déjà, c'est une forme aussi de respect par rapport à leurs militantes et militants. Ils montrent qu'il y a une envie, n'est-ce pas, d'ouvrir le jeu, même si, in fine, on peut s'attendre à ce que, véritablement, quand même, l'un et l'autre, on sait ce qui pourrait peser sur le processus. Si on veut être honnête, du côté de la mouvance, on sait que l'arbitrage du président Patrice Talon a dû être déterminant. On ne s'attend pas à ce que Boni Yayi, du côté de l'opposition, ne puisse pas avoir plus ou moins un droit de veto sur ce qui va se faire. Ces deux bonnes guerres, ces deux personnalités sont parmi les plus influentes actuellement de la scène politique, occupent trop même la scène politique. Pour nous autres jeunes, on aurait aimé que ça commence par reculer un peu pour faire de la place, mais on en est là d'abord. Pourquoi vous jeunes, voudriez-vous qu'ils vous cèdent la place si vous ne les bousculez pas? Non, ils ne vont pas nous céder la place, mais justement, nous avons envie de les bousculer, mais il faut que les conditions juridiques, tout cela nous permettent d'être opérationnels. Quand on met le parrainage tel que c'est fait, quand on met des cautions, vous voyez, tel que c'est fait, déjà par exemple, vous voyez au niveau de l'opposition, ça critique un peu le fait de porter des cautions à 25 millions. C'est pas tout le monde qui peut se lever du jour au lendemain. Donc, il y a des conditions juridiques restrictives qui excluent un certain nombre de personnes. Qui émoussent un certain nombre d'acteurs. Entre vous et moi, qui vous dit que vous ne pouviez pas avoir un jour d'ambition. Est-ce parce que vous êtes journaliste? Vous ne pouvez pas avoir des ambitions pour votre pays, mais je ne sais pas d'où est-ce que vous sortez de vos économies 25 millions par exemple. C'est des choses forcément à voir à l'avenir. Le pauvre paysan, l'instituteur qui a envie un jour de porter aussi haut le flambeau d'office, il est exclu parce qu'il n'aurait pas, n'est-ce pas, les 25 millions ou qu'il ne pourrait pas s'assurer des parrainages. Alors, M. Exano, le temps commence par nous tarauder, mais le 4 prochain, c'est la date choisie par la mouvance présidentielle pour investir son duo présidentiel à Parakou. Pour vous, est-ce un acte majeur? C'est un acte majeur. C'est un acte majeur à partir du moment où Romuald Wadayi a été choisi comme le porte-flambeau de la mouvance présidentielle avec la vice-présidente Zimé Talata. L'investiture constitue pour moi l'acte de départ. Ça lance officiellement la campagne au niveau du ministre Romuald Wadayi dont on connaît un peu les capacités intrinsèques par rapport au portefeuille ministériel. Maintenant, comme j'aime à le dire, il doit commencer à partir du 4 prochain à faire la preuve de ce qu'il peut devenir le président rassembleur que les Béninois attendent. Il va échanger l'étoffe de ministre maintenant contre l'étoffe d'homme d'État, de quelqu'un qui peut mobiliser, qui peut répondre. Le technicien va pouvoir céder la place aux politiques. Rapidement, parce que s'il ne le fait pas, il ne pourra pas rassurer dans son propre camp avant même d'aller, n'est-ce pas, mobiliser dans le camp de la mouvance présidentielle. D'accord. Alors, M. Exano, une dernière question. On va revenir à vous-même. C'est vrai qu'entre-temps, on vous a quand même vu assez... je dirais, sur l'échiquier politique, mais avec le temps, vous commencez par être de moins en moins visible. Est-ce un repli tactique ou carrément l'abandon du combat politique? Non, pas du tout. M. Aïzano ne pourra jamais abandonner le combat politique. Il n'y a même pas de repli tactique. C'était pour une bonne cause. Nous avons dû nous effacer un tout petit peu parce que la recherche universitaire nous avait mobilisés. Vous me donnez d'ailleurs l'occasion de remercier tous mes enseignants de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau, de profiter, faire un coucou
à mon directeur de thèse, M. Moumouni, et un ami qui est en difficulté actuellement, Joël Aïvo, qui m'a recommandé pour ce travail au niveau de l'école doctorale. Aujourd'hui, je sors docteur en sciences agronomiques de l'université de Parakou. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est pourquoi, à un moment donné, nous avons dû nous effacer un peu. Mais nous sommes là, à la preuve. Vous êtes de retour. Nous sommes de retour. Allez, merci beaucoup, M. Aizano. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. On aura certainement d'autres occasions, la période s'y prêtant, pour parler donc politique encore et encore. La disponibilité est totale. Je vous souhaite une bonne journée, M. Aizano. Alors, chers amis, je vous l'annonçais. M. Aizano, vous allez prendre congé de nous. Merci. À vous. Je vous l'annonçais en titre. En République du Bénin, il y a une loi qui encadre la manière de soigner les Béninois et tous ceux qui vivent au Bénin, et surtout le patient béninois a des droits. Le patient béninois a droit à la sécurité. Est-ce que dans nos hôpitaux, cela se passe réellement? Sécurité des patients. Et quel est le décret donc qui encadre tout ceci? On va en parler avec Yasmine Damata et son invité qui vont s'installer sur le plateau. Instant santé. Eh oui, votre santé importe pour nous. Pour que vous puissiez nous suivre, vous devrez être en bonne santé. Il faut qu'on prenne soin de vous, et nous aussi, on a besoin d'être en bonne santé. Et qui mieux que la voix la plus autorisée en la matière pour nous dire vraiment dans quelles conditions nous sommes soignés au Bénin. Yasmine Damata, bonjour. Bonjour Alain Sotouma. Et je précise, ce n'est pas moi la voix la plus autorisée. Bien sûr, la voix la plus autorisée. La voix la plus autorisée. Bien sûr, ce plateau. Bonjour fidèles téléspectateurs. Et le secteur et la sécurité des patients, et le respect de leurs droits aujourd'hui est au cœur des réformes de sécurité, de santé et au niveau, je m'embrouille là dans mes papiers. Un nouveau décret, vient poser un cadre clair pour les établissements privés avec des exigences précises en matière de qualité et de sécurité de soins. Mais concrètement, que prévoit cette réglementation et comment les cliniques s'organisent-elles pour s'y conformer? Nous recevons pour en parler Monsieur Dossou Bouete, il est le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé au Bénin. Bonjour, Monsieur Dossou Bouete. Bonjour, Yasmine Damata. Alors, avant de venir à vous, nous allons suivre ce reportage qui plante bien le décor. Sécurité des patients et respect de leurs droits, deux exigences désormais inscrites dans la réglementation sanitaire au Bénin. Un nouveau décret encadre la mise en place du dispositif de sécurité des patients dans les structures privées de santé. Un cadre qui pousse les cliniques à s'adapter. L'article 11 montre le caractère obligatoire de la mise en œuvre. Et s'il s'agit d'un caractère obligatoire, cela voudra dire que tous les centres, disons les établissements de santé qui se retrouvent sur le territoire béninois sont obligés de mettre en œuvre ce qui est consigné dans ce décret, qui permet désormais à chaque acteur du système de santé de savoir à quoi s'en tenir pour pouvoir améliorer la qualité des soins, améliorer la sécurité des patients et éviter tout ce qui est violation des droits humains, tant en milieu sanitaire qu'en milieu privé. Du côté des promoteurs de cliniques et d'établissements privés, la rencontre est l'occasion de mieux comprendre les exigences de la réglementation et d'échanger sur les défis à relever. Ça nous permet de mieux travailler, de mieux exprimer notre art. Nous faisons beaucoup de choses que nous pensions bonnes au départ, mais je pense que ce décret protège désormais les patients, mais protège également les professionnels de santé que nous sommes. Pour accompagner les établissements privés dans cette transition, l'Association des cliniques privées du Bénin, ACPB, joue un rôle moteur. À travers cet atelier, elle éclaire les promoteurs sur les points clés du décret numéro 225-481 et les incite à renforcer la qualité et la sécurité des soins. Les points clés que les promoteurs doivent comprendre, c'est déjà que nous avons un deadline. La CPB souhaite qu'au sein de ces cliniques-là, que nous nous mettons ensemble, qu'il y ait une mutualisation pour que toutes les cliniques membres de la CPB soient à jour en décembre pour répondre aux exigences que l'ARS nous demande. En conjuguant réglementation, engagement des acteurs privés et sensibilisation des patients, le Bénin franchit une étape importante vers un système de santé plus sûr,
et plus respectueux des droits de tous. Eh bien voilà qui est bien clair et qui plante justement le décor. Mais moi, j'aimerais poser la toute première question, si vous le permettez, Yasmine, au docteur Lucien Dossoubouté. Docteur Dossoubouté, bonjour à nouveau. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. Quand on suit ce reportage, la première impression que l'on a, c'est comme si c'est rien que le secteur privé de la santé qui est concerné. Est-ce que c'est ce qu'on doit entendre ou bien c'est élargi au secteur public également? Alors, je vous remercie déjà d'avoir invité la voix de l'ARS pour communiquer avec les téléspectateurs, que je salue aussi. Vous avez bien raison. Au Bénin, il y a dans le secteur de la santé un secteur public et un secteur privé. Et les deux, ensemble, travaillent dans l'intérêt de la réalisation du plan national de développement sanitaire. Okay. Et ce dispositif pour la sécurité des patients n'est pas spécifique à l'un ou l'autre des deux secteurs. Il vise à faire en sorte qu'un patient, partout où il va chercher les services de santé, il rencontre des services de qualité, bien sûr. Donc ça touche aussi bien le secteur public que le secteur privé, que ce soit des établissements hospitaliers ou des établissements de santé de premier contact, comme un cabinet de soins infirmiers ou bien une maternité isolée. Tous ceux-là sont concernés au même titre parce qu'on veut d'abord sécuriser les soins donnés aux patients. Alors, quel est l'enjeu, quel état de lieu de la sécurité des patients en lien avec la qualité des soins? Qu'est-ce qui aboutit à ce décret? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la démarche des réformes dans notre pays, et en particulier dans le secteur de la santé, il y a eu la commission technique chargée des réformes. Dans le secteur de la santé, et puis après le comité de mise en œuvre. Ces deux, ensemble, ont travaillé à identifier les faiblesses qu'il y avait. Et au nombre de ces faiblesses, il y avait bien sûr la qualité des soins qui était très faible et inégalement répartie, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Il y avait que les patients, durant la recherche de soins de santé, étaient exposés à des préjudices qui sont donc des complications qui leur arrivent, alors que ces complications n'ont aucun lien avec le problème qui les a menés dans le secteur de la santé. On voit que beaucoup de femmes décèdent alors qu'elles cherchent à donner la vie. Et tout ça fait qu'il fallait chercher des modalités de réponse adéquates pour corriger tout cela. Et c'est dans ces recherches qu'il a été question de mettre en place l'autorité de régulation de la santé, avec la mission de veiller à ce que tous les individus qui vont chercher des soins aient des soins de qualité et que progressivement, jour après jour, cette qualité et cette sécurité soient améliorées dans le pays. Et c'est tout ça qui fait que la RS mise en place a travaillé à chercher la modalité la meilleure et a identifié 3 dispositifs. Et parmi les 3, le premier qui apparaît comme incontournable est celui de la sécurité des patients. Parce que sans la sécurité, on ne pourra jamais parler de qualité, on ne pourra pas parler d'accréditation de professionnels, on ne pourra pas parler de certification des examens de santé. Voici pourquoi ça a été la première marche de ce dispositif à 3 étages que l'ARS a mis en place. La deuxième étape, c'était quoi? C'est l'accréditation des professionnels de santé. D'accord. Et là, on a remarqué sur le terrain que beaucoup de promoteurs de cliniques privées, cette mise en conformité, ils trouvent que ça on peut envoyer le professionnel de santé qui est souvent dans son bureau ou pas dans son bureau, plus dans les salles d'opération, à se retrouver dans les mesures des paperasses. Dites-nous, ça dérange, mais pour vous, est-ce que c'est bien qu'un professionnel de santé soit amène aujourd'hui à se retrouver à faire de la bureautique? Alors, il ne s'agit pas de bureautique, il s'agit de qualité. Et l'un des dogmes de la qualité, c'est qu'on doit écrire tout ce qu'on fait de manière simple et claire. Et on ne doit faire que ce qui est écrit. C'est réglementaire. Il est arrivé à plusieurs personnes de voyager en avion, mais on n'imagine pas le nombre de cases que le pilote coche avant que son avion puisse décoller. Et il ne s'agit pas de le faire dans n'importe quel ordre, mais dans un ordre précis. Si on remonte 50 ans en arrière, il y avait de nombreux accidents dans l'aviation civile. Aujourd'hui, quand ça arrive, c'est un événement pour dire qu'il y a un travail qui a été fait.
Et c'est pour ça que, quand on parle de qualité, aujourd'hui, que les professionnels nous disent qu'il y a trop de paperasserie, pour l'ARS, c'est l'expression d'une résistance au changement, tout simplement. Pas de résistance au changement, puisqu'ils sont d'accord pour s'y conformer. Justement, ils vont en association pour y aller, pour pouvoir respecter les mesures. Vous savez, quand je dis ça, ce n'est pas pour les pénaliser ou les indexer. En travaillant sur la réforme dans le secteur de la santé, nous avons identifié la résistance comme un élément incontournable avec lequel il faut compter. Donc on n'est pas surpris. Est-ce que cette résistance n'est pas plutôt la peur du changement? C'est la même chose. Chaque fois qu'un individu est contraint à sortir de sa zone de confort, il a peur. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il sait ce qu'il a, il ne sait pas ce qu'il attend, et ça génère la peur. Mais cette peur-là, on doit la dépasser parce que, vous avez parlé tout à l'heure d'enjeu. Vous dites, qu'est-ce qu'on gagne? C'est incontestable, c'est incommensurable, et il n'y a pas photo. Pour dire qu'en mettant en place ce dispositif, nous arrivons à avoir une meilleure qualité, nous arrivons à réduire les préjudices subis par les patients, nous arrivons à réduire la mortalité maternelle, qui est une plaie dans notre système, et nous avons à rendre les patients plus confiants. Aujourd'hui, quand vous demandez à un patient, je vais te faire hospitaliser, ou je t'envoie à l'hôpital, mais je vous assure, en qualité de médecin dans mon autre vie, il fallait que le patient, il s'assure qu'il connaît quelqu'un dans l'établissement, ou qu'il connaît quelqu'un, bref. Je pense que ça continue, ça continue. Oui, c'est pour vous dire que aujourd'hui, on ne peut pas encore mesurer l'impact de ce décret qui a pris le 23 juillet 2020. Docteur Lucien Dossou-Ngueté, je ne vous arrête pas. Je reviens sur un terme utilisé par Yasmine il y a un instant, la paperasse. Elle est allée au-delà de ça. En fait, on devient un agent de bureau. Alors, qu'est-ce que l'ARS fait pour que dans un Bénin qui se numérise, la paperasse disparaisse, pour que même si cette réforme doit porter, l'on puisse permettre aux cliniques ou aux acteurs de la santé en général de bénéficier de la digitalisation que le pays connaît jusque-là? Alors, l'ARS fait beaucoup de choses. Elles ne sont pas encore toutes visibles. Mais il faut bien comprendre que ce que l'ARS demande de faire aujourd'hui, à travers le dispositif pour la sécurité des patients, est quelque chose qui aurait dû être fait depuis 25-30 ans. Donc nous sommes en train de faire du rattrapage. Et tous ceux qui travaillent aujourd'hui, je leur demande tous de comprendre ça et d'accepter le rôle de dévouer la nation pour que dans le secteur de la santé, pour demain, les choses soient meilleures. Alors, ce qui est clair, c'est que la digitalisation, elle est incontournable puisqu'elle va contribuer à améliorer la sécurité dans les soins. Tout à fait. Donc, on y arrive. Et qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a énuméré l'ensemble des documents qui sont attendus d'un établissement de santé, puisque c'est lui qui va être évalué en termes de sécurité des patients. Et qu'est-ce qu'on a fait? Entre le ministère de la Santé et l'ARS, on s'est réparti une bonne partie de ces documents pour les élaborer, nous, et mettre à disposition des établissements pour qu'ils aient des masques, des brouillons, des drafts, pour qu'ils n'aient plus que les adapter en fonction de leur établissement. Ensuite, on travaille à ce que l'échange qui va se faire entre les établissements et l'ARS se fasse avec zéro papier. D'accord. Ça veut dire qu'il y aura une plateforme digitalisée qui sera disponible dans les prochaines semaines, où chaque établissement aura son identifiant et son code d'accès, va entrer, va déposer tous les documents qu'on lui demande, va récupérer les informations qui lui sont destinées, à tel point qu'il y aura zéro papier. Zéro papier, et ça garantirait également à ces cliniques, à ces promoteurs de cliniques privées, est-ce que la protection des données est tenue? On a pris en compte volé? Ah, bien sûr. L'ARS, depuis sa naissance, son installation, a pris langue avec la PDP pour s'assurer que ces process, son organisation, respectent. Et elle a reçu de la PDP le certificat attestant que tout est en bon ordre. Et cette plateforme dont nous parlons sera aussi soumise à l'appréciation de la PDP avant qu'elle soit mise en production. Mais le 1er janvier, à quoi doit-on s'attendre, puisque le délai butoir, c'est le 31 décembre pour ces promoteurs d'établissements de santé? On doit s'attendre à du bonheur. Bonheur parce qu'on aurait déjà vu
que chaque établissement, quel qu'il soit, public ou privé, quelque endroit du territoire, a intériorisé la nécessité, l'obligation de s'occuper de la sécurité des patients. Et l'ARS va aller les évaluer. Mais avant d'aller les évaluer, il leur a demandé chacun, avec le même outil, regardez vous-même votre établissement, ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Et envoyez-moi les résultats. Donc, ils auront le temps de voir, de se corriger avant même le 31 janvier, et 31 juillet et décembre. Oui. Je vous dis, depuis le 28 mars 2024, le déploiement est lancé. Et depuis avril 2025, on a reçu déjà près de 1900 auto-évaluations. Pour dire que l'exercice a commencé déjà. Donc, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de brusquerie dans le processus. Depuis mars 2024, donc, le 1er janvier, on sera heureux de voir que tous les établissements de santé seront aux normes. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on attend. On sait que 100% ne seront pas. C'est le rôle de l'évaluation externe que l'ARS va dépêcher dans l'établissement. Et alors, de deux choses l'une. Ou vous avez tout respecté, tout bon, on vous dit félicitations, bravo, vous êtes classé niveau 1. Bravo, continuez, on revient dans 3 ans, regardez comment ça se passe. Ou bien vous ne l'avez pas, on dit, ah, vous avez X critères pour lesquels vous n'avez pas été, qui n'ont pas été respectés. Et donc, il faut améliorer. Dites-nous comment et dans quel délai vous allez évaluer. C'est ce qu'on appelle le plan d'amélioration continue. D'accord. Alors, Yasmine Damata, on va laisser le docteur Dossou Bete partir, mais pas avant de lui avoir posé cette question. Docteur Dossou Bete, sur ce plateau, vous avez parlé plusieurs fois de qualité, des soins de qualité. Dans l'imaginaire commun, la qualité coûte cher. Qu'est-ce que l'ARS fait pour que les soins de santé soient amoindris aux Béninois? Alors, étant donné que les médecins ont revu le taux ou bien les frais de leur consultation à la hausse. Très bien. Il faut être clair et dire que jamais, au grand jamais, la qualité ne coûte cher. C'est la non-qualité qui coûte extrêmement cher. Mais on ne prend jamais la peine de l'évaluer. Et plusieurs études ont montré dans le monde que les pauvres se soignent plus cher que les riches parce qu'ils se trompent de chemin et gaspillent les ressources avant, enfin, de trouver le bon résultat. Alors, en matière d'accessibilité, il y a beaucoup de choses qui sont prévues aujourd'hui déjà par le gouvernement du président Talon, qui est l'assurance maladie obligatoire. L'ARCHE est déjà en place pour les privilégiés de la nation, mais pour le reste de la population, c'est l'assurance maladie obligatoire qui va être mise en route dans les prochaines semaines et qui va permettre à chacun de pouvoir aller se soigner sans dépenser beaucoup. Très vite, pour finir, un message à l'endroit de ces promoteurs de cliniques pour qu'ils soient au pas avant le 31 décembre. Je dirais qu'ils soient rassurés que le dispositif permet de structurer ce qu'ils font, de mieux l'organiser et de permettre de les accompagner dans le respect. Donc ce que je leur demande, c'est qu'à partir du manuel où ils ont tous les outils d'évaluation, qu'ils s'auto-évaluent et qu'ils corrigent les écarts qu'ils ont. Et c'est la seule manière pour eux d'être rassurés et de garantir à leurs patients des soins de qualité. Et aux patients, je dirais que dans le cas du dispositif, nous accordons du prix à leur implication, à ce qu'ils deviennent, non pas, qu'ils ne restent pas des passifs, mais qu'ils deviennent des acteurs de leur propre santé. Et ça, qu'ils ne se privent pas, qu'ils y aillent franchement. Et enfin, je dirais pour tout le monde que tout ce que nous refusons de faire aujourd'hui, ou tout ce que nous n'aurons pas fait aujourd'hui, demain, sera un fardeau. Et le fardeau que nous portons aujourd'hui, c'est ce qui n'a pas été fait hier. Il vaut mieux y aller. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, docteur Lucien Dossou Bete. Vous êtes le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé au Bénin. Merci à vous d'avoir invité l'ARS et merci à vous, aux téléspectateurs. Très bientôt, on vous aura encore pour parler également de la charte des droits et devoirs du patient. Avec plaisir. Docteur Lucien Dossou Bete, vous savez que ce plateau, c'est le vôtre, cette maison, c'est la vôtre. Revenez-nous quand vous voulez, surtout s'il s'agit d'informer le peuple béninois de tous les efforts que fournit l'autorité de régulation du secteur de la santé. On vous souhaite une bonne journée, docteur. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, on l'avait annoncé. On va recevoir dans quelques instants, si cela est bien possible, le porte-parole de la police républicaine pour nous parler de la mise en œuvre de cette mesure. Mais avant, on va parler culture et ça va être avec Patrick Dossou qui va nous parler d'événements à la une. On va l'installer avec ce tapis.
Retour au plateau, Patrick Lin, Gérard Diossou, bonjour. Oui. Bonjour Alain Sochoumen, bonjour Yasmine Damata. Bonjour Patrick. Bonjour aux amis téléspectateurs et aux amies téléspectatrices. Alors Patrick, pardon, vous avez choisi ce matin de nous parler des rencontres cinématographiques de Cotonou. Oui. Alors, les RECICO, les rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou, c'est tout un ensemble de rencontres avec 25 pays participants, avec un pays qui est le pays invité d'honneur, l'Égypte. Nous avons le délégué général des RECICO avec nous. Il s'appelle Setonji Dimitri Fadonungo. Bonjour Dimitri. Bonjour. Comment ça bouge? Bonjour, journaliste et puis bonjour téléspectateurs. Bonjour à vous. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, les RECICO 2025, il y a comme pays invité l'Égypte. Oui. Pourquoi vous avez choisi le pays des pharaons, le pays des pharaons comme... qu'est-ce qui a motivé ce choix? En fait, je crois que, vous savez, les RECICO qui ont commencé par travailler dans le domaine du cinéma, oui. Pour beaucoup plus être précis, non seulement dans la diffusion, mais aussi s'occuper des aspects purement techniques et scientifiques de ce que nous pouvons appeler dans les arts. Oui. Et d'abord dans sa première édition, pas la première édition, dans sa 4e édition, invité d'abord le Maroc. Oui, qui est bien ça. Parce que si on ne fait pas l'histoire, c'est qu'on ne peut pas comprendre pourquoi aujourd'hui on est avec l'Égypte. D'accord. Qui a choisi le Maroc, qui aujourd'hui nous a démontré que c'est un pays qui a de la matière en termes de l'industrie cinématographique. D'accord. Et quand ce pays nous a donné son feu vert afin de pouvoir faire cette aventure ensemble, il est normal que nous puissions faire ce que j'appelle la confirmation. Oui. Quand je parle de la confirmation, c'est l'Égypte. Et quand on connaît l'Égypte dans le concert de 7e art, oui. Nous savons que l'Égypte a une très longue histoire en matière cinématographique. Et que d'ailleurs, c'est eux qui quand même ont porté d'abord les plus grands cinémas en Afrique et dans le monde. Et aussi, ce pays, c'est aussi le pays de la civilisation, de l'humanité. Et tout ça là, mis ensemble, c'est dit que le Bénin, pour faire les choses, nous ne pouvons plus le faire de manière à peu près. Il faut vraiment aller à la quintessence, là où ça marche. Oui, c'est là où ça marche qu'il faut aller chercher afin de permettre à notre pays aussi d'être au niveau des autres nations. Alors, puisque notre objectif, c'est de faire en sorte que le Bénin, d'ici quelques années, et c'est là le combat que nous menons, de s'installer aussi dans la gouvernance mondiale du cinéma. Et ça, c'est important. Ça passe par tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et puis vous allez comprendre. 5 ans d'activité, déjà plus de 26 pays qui se sont bousculés pour amener leurs œuvres, et pas de moindre, puisque vous aurez le temps de les voir tout au long de la semaine au Palais des Congrès, parce que tous les jours, nous avons des diffusions de 14h à 22h. Ça veut dire que nous avons de la matière. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas fait à peu près, c'est fait parce que justement, il y a un but. D'accord. Alors, au Palais des Congrès, c'est du 27 septembre au 4 octobre. Bien oui. Donc, de 14h à 22h. À 22h, tous les jours. Oui. Alors, avant de revenir sur l'entièreté du programme, nous allons faire un tour à la régie pour suivre un élément où on a interrogé l'ambassadrice de l'Égypte près le Bénin, qui a parlé du thème de cette édition, l'immigration. On va la suivre rapidement. Je suis très honorée d'avoir votre invitation pour l'Égypte d'être le pays invité d'honneur pour cette édition, pour créer des liens entre les peuples égyptiens et béninois. La culture, c'est la meilleure façon de créer ces liens pour être plus fort. Oui, alors voilà, retour plateau. Donc, moi j'ai envie de poser une question à M. Fadonungo. Comment est-ce qu'on organise les rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou dans un pays où le cinéma n'est pas encore vraiment au top niveau? Quel est l'objectif que vous poursuivez in fine? Non, vous devez constater que quand vous dites comment organiser dans un pays, justement,
chacun d'entre nous doit pouvoir connaître prendre ses responsabilités. Nous sommes conscients que le pays n'a pas encore atteint ce niveau, mais c'est en osant et en prenant des décisions responsables que le pays parviendra à un niveau souhaité. La preuve aujourd'hui, je crois que tout ce qui se fait, le gouvernement n'est pas aussi a bien conscience. Oui. Je vais vous dire, il n'y a pas quelques jours, moi j'ai été invité à faire une relecture du code du cinéma qui aujourd'hui, en tout cas si mes souvenirs sont bons, est en train de prendre le chemin pour l'Assemblée nationale. Oui. Ça veut dire quoi? Que le gouvernement est conscient que dans un environnement difficile, où il y a des acteurs quand même qui s'échinent à travailler, il faut leur donner des outils. Il faut leur donner un environnement de travail et je crois que ce sera son actif de faire ce travail pour pouvoir nous permettre d'être, comme je l'ai dit à l'entame, d'être ce pays, parce que je sais qu'au Bénin, ce n'est pas impossible d'être ce pays qui va s'imposer comme d'autres nations en Afrique. Oui, un pays qui va s'imposer comme d'autres nations en Afrique, oui. Comme l'Égypte. Tout à l'heure, l'ambassadrice parlait du thème, l'immigration. Mais justement, revenant au thème, oui. L'immigration, pourquoi un thème qui semble quand même loin du quotidien des Béninois, du quotidien, oui, des Béninois en particulier, parce que les Béninois ne sont pas toujours en immigration, enfin, je ne vais pas dire désordonné. Mais pourquoi vous avez choisi je pense que si vous avez vraiment les informations au niveau de l'OIM, je parle de l'Organisation internationale des migrants, oui. Vous devez constater aujourd'hui que ça commence à devenir de plus en plus un fléau. Où la jeunesse pense que le bonheur c'est ailleurs. C'est vrai que le mouvement est souhaité, mais si le mouvement n'est pas fait dans des conditions de l'art, souffrez que nous avons il y a quelques mois, on ramène nos frères qui décident de rentrer parce qu'ils n'en peuvent plus. En voulant aller chercher peut-être dans Eldorado, ils se trouvent heurtés à des difficultés d'exploitation ou d'esclavage et ils sont obligés de revenir. Ce n'est pas que nous sommes en train de, au niveau des récicos, c'est travailler pour que désormais l'immigration soit quand même quelque chose de souhaité, choisi, et que cela prenne la voie que ça doit. Au lieu de prendre pas le désert, de prendre pas la mer. Au lieu de rester dans la clandestinité. Dans la clandestinité, d'y aller. Et aujourd'hui, dans le septentrion, il y a des poches où les gens partent et ils ne reviennent plus. Oui. Et ce qui est dangereux, ils rassemblent toute une économie et aller le foutre dans le désert. Des ressources qui auraient pu servir à s'installer au pays. À s'installer dans le pays. Donc, si on en parle, si le cinéma décide d'aller sur ce terrain, c'est pour que nous puissions faire prendre conscience à nos concitoyens qu'aujourd'hui, c'est vrai, on va aller voir les autres. C'est vrai, on va faire le mouvement. Mais réussir soi aussi et travailler, ce n'est pas encore dangereux. Il faut travailler sérieusement pour que vraiment le pays se voit. Parce que ce sont des braves allées qui partent comme ça, dont on n'a plus le retour, et puis après, c'est une perte pour la nation. Une perte pour la nation, mais justement, pendant, je vous ai dit du lundi, c'est depuis le lundi ça a commencé. Oui. Non, depuis le samedi. Le samedi jusqu'à vendredi, c'est bien cela? Non, c'est du samedi au samedi. Au samedi au samedi. Ça fait une semaine de 14h à 22h, que nous allons suivre des films qui vont parler de l'immigration, c'est bien cela? Non, c'est pas ça. En fait, c'est que je vais recentrer un peu la chose. Voilà, à chaque édition, nous avons un thème central qui fait l'objet d'un colloque. Parce que de réflexion, il n'y aura pas que des films à regarder. D'accord. Il y a aussi de la réflexion. Parce qu'on pense que le cinéma, ce n'est que du divertissement. Non, en fait, le cinéma, c'est un tout. Pour éduquer également. Le cinéma passe un message. Oui. Beaucoup de messages. Vous savez, l'art du cinéma, c'est d'abord informer, éduquer, sensibiliser, conscientiser. Et quand vous êtes dans ce rôle, c'est que vous ne devez pas vous contenter seulement d'aller diffuser des films pour dire, bon, venez voir les films. Mais il y a aussi de la réflexion pour que aussi bien les décideurs, aussi bien les concernés et aussi bien les partenaires qui accompagnent sachent qu'il y a des questions sensibles sur lesquelles nous devons nous pencher davantage. Et la caméra et le son peut jouer mieux ce rôle que beaucoup de discours. Parce que nous devons amener les réalisateurs à commencer par nous produire des œuvres qui nous parlent et qui nous touchent. Et tout se fera de 14 à 22h, c'est ça? Non, c'est pas ça. En fait, ou c'est seulement les diffusions? En fait, très bien, voilà. Parce que là, je vais vous donner rapidement le schéma. Oui. Depuis le 27, on a fait la cérémonie d'ouverture. Et depuis le dimanche, nous avons commencé les projections des films en compétition. Depuis lundi, nous avons commencé les formations, puisque c'est aussi les formations dans 4 disciplines, l'écriture du scénario, l'actorat, la direction de la photographie et aussi la critique du cinéma.
Et le jeudi prochain, nous aurons une table ronde qui va nous parler du rôle des médias, pas médias, les chaînes de télévision dans la diffusion de nos œuvres. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'avec ce que fait la RCT aujourd'hui, c'est déjà quand même... RCTB, merci de m'avoir repris. C'est que c'est déjà tellement si énorme qu'il fallait qu'on en parle. Parce que c'est déjà un pas. Oui. Dans d'autres pays, on ne peut pas te dire que si tu viens déposer ton œuvre, tu auras un copec. Mais déjà qu'il y a un pas, je dis, il faut qu'on en parle. Et ça, il y a cette table ronde qui va être animée par la directrice générale de la SRTB. Je crois que je suis arrivé à bien prononcer. Oui. Voilà, parce que j'étais habitué à l'autre formule. Voilà. Donc voilà un peu. Donc voilà, il y a tellement d'activités. Et le samedi prochain... Entre-temps, il y a le professeur Kassé Magaï. Ah mais oui. C'est qu'on ne peut pas parler de cinéma sur le continent sans parler de ce grand homme qui est aujourd'hui une mémoire vivante. Puisque c'est quelqu'un qui a suivi tout le temps Ousmane Sambène. Et sur le continent aujourd'hui, je crois que c'est une pièce rare. Et aujourd'hui, celui-là, il accepte, parce que justement, vous ne le verrez pas dans les conférences n'importe comment, il a accepté nous prêter son temps et venir d'abord, non pas qu'il est venu en tant que jury, mais aussi parler à la jeunesse pour leur donner de l'espoir, pour dire ce que vous faites, vous pouvez toujours continuer à travailler parce qu'il y a de l'espoir. S'il y a possibilité qu'on puisse la voir, mais le professeur Magaï le jeudi, on va voir. Oui, on va être en tout cas, si on le fait bien, je crois qu'on peut l'amener le jeudi. Merci, oui. Moi, j'aimerais bien rêver. Est-ce qu'on peut rêver ensemble qu'un jour, les Récicos seront comme le FESPACO? Je crois que le rêve est déjà une réalité parce qu'à Cotonou, déjà, il y a le DG FESPACO qui est là, qui est sur le territoire et qui est aussi membre du jury. Vous pensez, les Récicos, dès ces premières heures, c'est le FESPACO qui a vu et a compris que c'est un festival qui sera crédible. Et on a un partenaire avec eux. Depuis 5 ans, dès les premières années, on a commencé par développer. Et chaque année, c'est que nous visitons. Et on a mis en place cette plateforme de mutualisation des compétences afin de pouvoir aller de l'avant. Et aujourd'hui, vous pouvez rêver. Parce que vous savez pourquoi vous devez rêver. Le Bénin a tellement de potentiel. Je dis même rien qu'à Cotonou. On ne peut pas imaginer que Cotonou seul constitue un site touristique. Beaucoup de gens ne connaissent pas Cotonou. On n'entend pas de Cotonou, mais beaucoup de gens ne connaissent pas Cotonou. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons mieux vendre. Et ça, cela participe à l'industrie du tourisme que le gouvernement met en place. Mais c'est à travers des événements et des événements sérieux et crédibles. Et combien de films seront en compétition? Est-ce qu'il y aura des Béninois? Oui, nous avons au total 55 films en compétition. Et nous avons 43 films court-métrage, long-métrage et 14 films d'école venus de 13 pays. Voilà. Bon, donc 25 pays, mais 13 pays pour les films d'école. Un dernier mot pour inviter le public à y aller. Et puis... avant le dernier mot, je voudrais... Ce n'est pas un dernier mot, je vais placer juste un mot peut-être de fin. Je vais toujours continuer à travailler. Pas de dernier mot. Il n'y a pas de dernier mot. Je pense que d'abord, je vais déjà commencer par remercier le gouvernement de mon pays, d'abord qui a compris et accepté, nous accompagner, parce que justement au départ, le gouvernement était resté beaucoup plus observateur. Mais à cette 5e édition... il fallait que vous apportiez vos preuves. Justement, non, évidemment. On en est conscient. Et à cette 5e édition, nous avions... Ce n'est pas pour dire qu'au départ, nous n'accompagnons pas, puisque le Palais des Congrès, qui est le théâtre du travail, le gouvernement l'a toujours mis à notre disposition gracieusement, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. Et il est allé un peu plus loin cette année, à travers le ministère de la Culture et l'instrument l'ADAC qui est là. Et aujourd'hui, je pense que si nous avons le professeur Kassé qui est à Cotonou, c'est grâce aux efforts du gouvernement. Si nous avons le directeur de FESPACO qui est à Cotonou et le directeur de FIFIDO du Niger qui est à Cotonou, c'est grâce aux efforts du gouvernement que je tiens à saluer pour dire nous n'allons pas les décevoir s'ils font confiance vraiment à cet événement pour dire qu'on va apporter toujours la preuve qu'on restera cet événement incontournable en Afrique de l'Ouest. Voilà, super. Merci. Donc, merci. Le rendez-vous est pris, sinon le cours du rendez-vous. Justement, je profite de cette tribune pour inviter le public à faire massivement le déplacement pour venir voir les films. Parce que il n'est pas... C'est quoi les conditions d'accès? Ils ne paient rien. D'accord. Parce que le gouvernement a fait le travail à leur place pour dire je laisse les gens. Donc, il n'y a pas de billetterie. Ils n'ont qu'à venir massivement tous les jours de 14h
à 22h pour voir le film de manière gratuite. On sort du bureau, on passe au Palais des Congrès, faire un petit break, découvrir et le jeudi déjà, il y a une table ronde. Donc, en matière de cinéma, en Afrique en général, au Palais des Congrès, ça va être très intéressant. Pourquoi pas à partir de 14h si vous avez une pause ou bien à la sortie du bureau, on pourra découvrir. Merci beaucoup, M. Falonongbe. C'est moi qui vous remercie. Patrick, Yasmine, vous restez avec moi. On va prendre congé de M. Falonongbe pour recevoir un autre invité. Chers amis, on le disait, que dans notre pays, à partir de demain, on aura donc la mise en œuvre de cette décision du gouvernement à travers la police républicaine de contrôler la circulation des véhicules à vitres teintées ou opaques. Qu'en est-il réellement? Nous nous posions la question en début d'émission de savoir est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre? Pourquoi maintenant? Quels sont les tenants et les aboutissants? Pour en parler justement, qui mieux que la police républicaine elle-même pour informer les citoyens que nous sommes, pour en parler. Et sur ce plateau, nous recevons donc le commissaire-major Eric Orou-Yerima. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Chers amis téléspectateurs de la SRTB, bonjour. Comment allez-vous? Je vais super bien. Alors, tout de go, commissaire-major Yerima, dites-nous. C'est vrai, vous avez sorti, le gouvernement a sorti un communiqué, les citoyens ont pris connaissance de ce communiqué-là, mais à l'entame de cette discussion, je voudrais bien que vous nous rappeliez le cadre juridique qui fonde le communiqué du gouvernement. Alors déjà, je vous remercie. Il faut noter qu'à partir du 1er... À partir de demain. À partir de demain, donc, pour être plus clair, la police républicaine va lancer une opération dont la finalité est d'amener les usagers de la route à se conformer aux prescriptions du décret 2017-546 du 22 novembre 2017 portant réglementation de la mise en circulation des véhicules automobiles à vitres teintées ou à vitres opaques en République du Bénin. Et au terme des dispositions de ce décret, il est dit qu'il est interdit de circuler avec des véhicules ayant des vitres opaques sur toute l'étendue du territoire de la République du Bénin, sauf bien sûr pour une catégorie de véhicules limitativement énumérés. Il est également interdit au terme de ce décret-là d'effectuer toute opération de nature à réduire le degré de transparence des vitres. Donc, pour en revenir à votre question, la base légale de cette opération, c'est bien entendu le décret 2017-546 du 22 novembre 2017. Oui, en termes clairs, est-ce que c'est toutes les vitres opaques ou bien c'est seulement les vitres qui sont devant, à l'avant? Parce que le test semble parler de vitres latérales et puis de vitres à l'avant. Au terme des prescriptions de ce décret-là, on a parlé du pare-brise et des vitres latérales de l'une ou les deux vitres latérales de l'avant. Donc, je peux vous dire qu'il y aura un test qui viendra repréciser la pensée. Alors, on a tellement parlé avec les docteurs que j'ai envie de vous appeler docteur Yerima. Peut-être que vous avez une vocation de vous inscrire à la faculté des sciences de la santé prochainement, on ne sait jamais. Alors, commissaire Yerima, posons les bases. On a lu tous le communiqué du gouvernement, puis après il y a eu cette sortie de ce cadre de l'ANAT, et puis après la confusion s'est installée. Vous faites bien de venir sur ce plateau ce matin. J'ai mon véhicule, je l'achète avec les vitres teintées d'origine, ou sans vitres teintées, c'est arrivé comme ça. Je vais à l'ANAT, je remplis les formalités en ligne, puisque le gouvernement du Bénin, de mon pays, me dit, monsieur Sotiomé, si vous voulez teinter vos vitres, vous payez en ligne, et puis vous allez à l'ANAT, on vous pose vous avez votre carte, votre autorisation, et vous circulez. Alors, aujourd'hui, j'ai payé, j'ai teinté les vitres. Le communiqué du gouvernement dit les vitres situées juste à côté du chauffeur et à côté du passager avant doivent être suffisamment claires pour permettre à vos autres forces de défense et de sécurité de voir qui sont ceux qui sont devant.
Ce que la pare-brise, ce que nous appelons souvent vitre de l'avant, doit être aussi claire, parce qu'entre-temps, il s'est fait que certains citoyens ont pris le plaisir de mettre aussi des teintes et de fumer tout ça. Alors, est-ce que c'est ces endroits du véhicule qui sont concernés, et ceux qui ont eu l'autorisation, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ceux qui détiennent leur carte d'autorisation, que deviennent-ils dans cette situation? Expliquez-nous. Alors, monsieur le journaliste, je vois qu'il y a plus de peur que de mal. Déjà, je tiens à préciser que pour le compte, à partir de demain, à partir du 1er octobre donc, l'opération va démarrer par une phase pédagogique. Il ne s'agira pas de mettre un véhicule en fourrière ou de faire payer des amendes à partir du 1er. D'accord. Nous sommes donc dans une approche pédagogique au cours de laquelle nous allons rappeler les dispositions du décret aux usagers de la route et les exhorter à se mettre en règle. Maintenant, pour ceux qui ont acquis les véhicules avec des vitres teintées d'origine et qui sont détenteurs de leur carte, ils n'ont aucun problème, ils ne sont pas concernés par l'opération. Toutefois, il faut préciser qu'il y a des usagers, quand bien même ils ont acquis le véhicule avec des vitres teintées d'origine et qu'ils sont titulaires d'une carte d'autorisation de l'ANAT, ils vont ajouter une couche de filtre adhésif pour rendre les vitres opaques. Ceux-là sont concernés par l'opération. Alors, on va repréciser un peu les pensées, les terminologies. Vitre opaque, ça veut dire on ne voit rien du tout à l'intérieur, surtout le devant. Vitre teintée, vous avez parlé en introduction tout à l'heure de degré d'opacité. Quel est le degré qui est autorisé? Nous sommes d'accord que c'est les vitres de devant qui sont, et au niveau du pare-brise, qui sont concernées. Quel est le degré d'opacité? Quelle devrait être la capacité de visibilité accordée aux agents de police ou bien à toute autre personne de voir clair devant? Expliquez-nous. Alors, c'est vrai que je ne voulais pas aller dans des aspects techniques puisque j'ai opté pour un langage direct et simple. Néanmoins, il faut dire que le degré d'opacité autorisé est 70%. Dit comme ça, cela ne dit rien au commun du Béninois. Mais pour lui expliquer cela terre à terre, je dirais qu'un véhicule dont les vitres sont teintées, c'est un véhicule dont les vitres sont légèrement colorées et qui permettent à un observateur qui se tient devant le véhicule de voir l'intérieur. Par contre, un véhicule dont les vitres sont opaques, c'est un véhicule dont les vitres sont sombres et dont l'observateur qui se tient à côté du véhicule ne peut pas voir l'intérieur. Alors, commissaire Yerima, nous restons avec vous. On a vu à la suite de la sortie de ce cadre de l'ANAT, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont levé les films protecteurs de l'œuvre. Ah, la police va faire de la répression, il y aura ceci, il y aura cela. Est-ce qu'on va voir la police dans les rues de Cotonou en train de pourchasser les propriétaires de véhicules, de les arrêter et tout le reste? C'est vrai, vous l'avez dit au début. Qu'en sera-t-il réellement pour cette période et quelle est la période? Est-ce qu'il y aura un radar pour repérer, un système, un dispositif pour pouvoir réglementer? Alors, monsieur le journaliste, rassurez-vous, nous sommes dans une approche pédagogique. Oui, vous l'avez dit. Nous ne sommes pas une police répressive, mais une police au service du peuple. Une police qui se veut communautaire. Et donc, à partir du 1er, nous allons rappeler les dispositions du décret et exhorter. Il ne s'agit pas de pourchasser les gens, non. Il n'y aura pas un déploiement spécifique. C'est le maillage territorial habituel que nous utilisons pour sécuriser nos villes et campagnes qui sera utilisé pour cette opération. Couvrant quelle période? Cette phase pédagogique ne va pas durer une éternité. Ça vous convenez avec moi. Donc, le plus tôt serait le mieux. Alors, commissaire Yerima, on va revenir sur les objectifs de cette opération. Dans le décret, on a parlé de sécurité des personnes et des biens. Qu'est-ce qui, en réalité, amène la police à adopter cette solution? Est-ce qu'il y a On ne vous demande pas de livrer des secrets. Qu'est-ce qui inquiète autant pour que les citoyens qui a déjà son véhicule immatriculé, on le connaît, on peut repérer le véhicule à n'importe quel moment, on soit obligé aujourd'hui de violer en quelque sorte son intimité? Déjà, il y a beaucoup de choses que vous venez de dire. Il faut que je reprécise les terminologies.
L'une des missions fondamentales de la police républicaine est de faire respecter les lois de la République. Oui. Depuis 2017, il y a eu ce décret-là qui a donné des instructions qui sont restées lettres mortes jusque-là. Donc la vocation de la police étant de faire respecter les textes de la République, nous avons opté pour amener les citoyens à se conformer aux dispositions qui régissent la mise en circulation des véhicules avec des vitres opaques ou des vitres teintées. Au-delà de cet aspect-là, il faut noter que en matière de circulation routière, il est important pour le conducteur du véhicule de voir clairement les autres usagers qui sont avec lui sur la route. En outre, il est important pour les fonctionnaires de police qui sont dédiés aux missions de contrôle sur les axes routiers, il est important pour les agents de voir clairement l'intérieur du véhicule pour pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent, pour pouvoir évaluer très rapidement la situation lorsqu'ils sont en face d'un véhicule suspect ou transportant des colis suspects. Oui. Alors, Yasmine, voilà, tout est dit. Oui, c'est juste une dernière question. Quand la phase disons, de sensibilisation va s'achever, quelles sont les pénalités auxquelles les contrevenants sont astreints? Est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce qu'il y a des peines même privatives de liberté? Je ne parlerai pas en termes de pénalité, mais en termes de sanctions. D'accord. Les sanctions prévues sont très claires. Je précise une fois de plus que nous sommes dans la phase préliminaire de l'opération. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. Oui. Mais à terme, lorsque vous êtes propriétaire d'un véhicule automobile qui est venu avec des vitres teintées d'origine et que vous n'avez pas pris la carte d'autorisation de l'ANAT, la sanction sera de mettre le véhicule en fourrière et de vous envoyer faire les formalités nécessaires auprès de l'ANAT pour obtenir l'autorisation avant de venir récupérer votre véhicule et de payer ensuite les fourrières au prorata du nombre de jours que votre véhicule aura passé dans les locaux de la police. Le nombre de jours que vont durer les formalités aussi. Oui. Ensuite, pour les véhicules ayant des vitres teintées d'origine qui ont eu régulièrement la carte d'autorisation de l'ANAT et qui se sont permis le luxe d'ajouter des filtres adhésifs pour rendre les vitres plus opaques, la pénalité sera de les amener à mettre le véhicule dans son état initial, c'est-à-dire qu'ils vont enlever la couche supplémentaire. Pour la troisième catégorie de véhicules, les usagers qui ont acquis des véhicules avec des vitres claires et qui, pour convenance personnelle, sont allés ajouter des filtres opaques pour rendre les vitres colorées, ils seront amenés à mettre le véhicule dans son état initial. Alors, deux dernières questions pour finir. Oui, parce qu'on a reçu quand même des questions d'un téléspectateur. On ne peut pas laisser le commissaire Yirima partir sans faire cette étude-là. Mon véhicule, j'ai la carte d'autorisation de l'ANAT. J'ai rendu opaque le derrière. Le devant est clair pour permettre à vos collègues de voir clair dans ce qui dans le véhicule et tout. Est-ce que je suis à même d'être sanctionné? À ce niveau, il faut préciser qu'il y a un test qui est actuellement à l'étude et qui viendra mieux expliquer ce que vous êtes en train de dire. Okay. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. La loi parle actuellement des vitres de devant. Mais l'esprit de la loi, c'est de pouvoir identifier les occupants pour éviter que les gens ne transportent des produits illicites ou ne transportent du matériel dangereux. Oui. Et donc, à ce titre, vous comprenez qu'il est tout aussi important de voir le devant comme le derrière. Comme le derrière. Donc, allez-y. Donc, comme je le disais, il y aura bien sûr un test qui viendra repréciser tout ça. D'accord. Alors, on sait que dans les rangs de la police républicaine, ce sont des agents assermentés, des agents qui font leur travail avec dévouement, avec professionnalisme, mais il ne manque pas qu'il y ait des brebis galeuses dans vos rangs. L'exemple était lorsqu'il y avait des répressions, certains policiers se permettaient de fouiller les téléphones
des citoyens, des paisibles citoyens, au point où un de vos responsables est monté au créneau pour dire on ne leur a jamais demandé ça. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos collègues de la police républicaine pour qu'il n'y ait pas de zèle? Évidemment, je le disais tantôt, nous sommes une police au service de la population. Oui. Nous sommes dans une approche de police communautaire, une police qui ne se veut pas répressive. Et donc, à ce titre, il y a des instructions de coordination qui ont été édictées et qui sont allées en direction des agents qui seront commis à cette opération-là. Et mieux, aujourd'hui, avant que les fonctionnaires de police n'interagissent avec les usagers de la route, ils sont censés être porteurs d'une caméra pour pouvoir enregistrer les interactions et situer au moment opportun les responsabilités. Cela participe à une volonté de transparence de l'action policière. Merci à vous, commissaire-major Éric Orou-Yerima, d'avoir apporté ces éclaircissements par rapport à l'opération qui commence demain. Donc, mesdames, messieurs, vous avez suivi de long en large les explications donc, du fonctionnaire de police. Prenez vos dispositions. Il n'y aura pas de répression pour l'instant. L'attitude sera pédagogique, quitte après à renforcer donc, la sécurité de nous tous. On est obligé d'être en sécurité dans notre pays. Commissaire Yerima, on va prendre congé de vous. Je sais que vous êtes très occupé. On fera un tour à la direction dans votre bureau pour avoir un peu plus de... Allez, merci beaucoup. Chers amis, on reste en place pour accueillir Ghislaine Adimi et Marvin pour les deux autres rubriques qui arrivent. Apparemment, Yasmine a un chat dans la gorge. Ah non, vous mettez-vous à l'aise. Allez. Voilà, on est tous des humains. Ça peut arriver. C'est quoi? C'est ma présence Donc, c'est le sujet Buntu là. C'est le sujet Buntu. Vous savez pas ce qui vous attend. Elle a déjà essoufflé avant même de commencer le sport. C'est plutôt pour montrer déjà à Ghislaine que, bon, pas de Buntu sur le plateau. J'ai pensé que tu voulais m'inviter à faire quelque part déjà. En tout cas, allez, on va installer officiellement Ghislaine et on revient sur le plateau. Au départ, ce n'était qu'un jeu. Les filles, beaucoup plus le pratiquaient, c'était un divertissement. Quelques garçons aussi s'essayaient à la chose, étant donné que c'est ludique. Et puis après, avec le temps, le Buntu national est devenu donc une compétition, je dirais une discipline sportive qui a même une fédération. Et Ghislaine Adimi a choisi donc de faire un peu la lumière sur cette affaire de Buntu. Et puis voilà, on va savoir de quoi il est question. Peut-être qu'il y a des experts de Buntu ou des expertes de Buntu ici, on ne sait pas. Ghislaine, bonjour. Bonjour Alain, bonjour Yasmine, ça va? Le chat il est parti? C'est moi que je vous vois. Ben dis donc, mais ça me fait plaisir quand même de voir que quand tu me vois, tu as la bonne humeur. Et j'espère que c'est ce que je partage. C'est toujours ça. Patrick Yossou. Oui, la bonne humeur, c'est vrai. Oui. Buntu, je connais le Buntu de Marvin, tout à l'heure, j'ai vu qu'elle tremblait parce qu'elle a pensé que c'est avec elle que j'allais commencer l'exercice. Marvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts à faire du Buntu, hein? Oui. On va faire du Buntu. On va faire du Buntu. Est-ce que vous savez que Christelle Sabourin fait du Buntu? Oui. On a essayé ça à une occasion. Et puis elle connaît aussi la promotrice de ce divertissement qui devient désormais une discipline sportive. Elle sait très bien de quoi je parle. Peut-être qu'elle va sortir de derrière les machines tout à l'heure. Elle va laisser ses boutons pour venir nous montrer, nous faire la démonstration. Parce que de toute façon, on est sapé là. Ça va être... Non, elle est aussi sapée. On va faire Buntu, mais juste parlez-nous de cette Alors, mesdames, messieurs, Alain vient déjà d'introduire le sujet. Et là, il a fait mon introduction. Je vous invite juste à suivre cet élément. Un jeu typiquement féminin, j'avoue, et nous faisons la promotion à travers le Bénin. C'est aux Jeux africains, de 2015 qu'on a su, ils ont eu à faire une démonstration, les Congolais, qu'on a su que ce jeu que nous jouons, toute petite, est devenu une discipline sportive.
Moi-même, je fus une handballeuse et vu que je suis une ancienne, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose pour impacter le monde sportif? Et l'ABS a mis une compétition en place et nous jouons le Buntu à travers les Olympiades Buntu, bien sûr qui se font en 2 phases. La première phase, c'est la phase départementale qui se joue entre les équipes de chaque département et qui nous sort une équipe, l'équipe de la tête. Et là, les équipes de la tête viennent se retrouver à Cotonou pour la phase nationale qui est bel et bien la 2e phase. Ce jeu est un sport à plein temps comme toute autre discipline sportive. Tout est réglementé. C'est comme au hand. Si vous écoptez des fautes, on vous donne un carton jaune. Le premier carton jaune, vous sortez pour faire les 2 minutes et vous revenez. Ainsi de suite, vous prenez 2 cartons jaunes. Chez nous aussi, on vous donne un carton rouge. C'est quotidien. Vous allez voir sur notre espace de jeu, nous, on a 3 traits. Un trait au milieu qui est le trait rouge, qui signifie le danger. Si vous jouez et vous atteignez ce trait, on vous disqualifie et vous allez jouer en non-infériorité. Et si vous touchez le trait jaune, ça veut dire qu'on vous avertit en vous donnant un carton jaune, 2e fois 2 cartons jaunes et 3e fois, on vous sort du jeu et c'est carton rouge. Nous avons une trentaine d'équipes aujourd'hui sur le plan national et une dizaine d'associations formellement enregistrées. En 2015-2016, l'ABS avait fait une tournée nationale pour pouvoir former les athlètes. Nous travaillons à base de nos athlètes et les professeurs de PS qui s'intéressent à la chose aussi nous appellent pour qu'on les appuie pour le développement de cette discipline. Et notons bien que cette année, notre ministère a vu l'effort que l'ABS fait depuis des années et nous participons cette année au Festival national du sport féminin. L'ABS travaille pour œuvrer pour le développement de ce sport et j'aimerais bien voir notre Buntu rénové. À travers ce Buntu rénové, que le Bénin triomphe et touche toute l'Afrique et le monde entier. En termes de perspective en court terme, c'est la formalisation de la fédération, l'objectif majeur de toutes les associations sportives qui œuvrent pour le développement de cette nouvelle discipline qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans la sous-région. Qu'est-ce que c'est beau! Ça nous ramène à notre plus jeune âge. Hein? Ah, franchement, oui, hein? Au primaire, au collège. Qui n'a pas joué Buntu? Vous voyez un peu l'ambiance. Buntu, Maï, le son. Le son, Maï, Buntu. Allez, pim, pim, et les walk, et les filles. Vous aurez le temps de faire vos démonstrations, je les suppose. Alors, Ghislaine Ademi, comment est-ce qu'on est arrivé à penser transformer ce divertissement, ce jeu qui nous fait marrer, qui nous fait nous divertir en discipline sportive? Ben justement, c'est ce qui a piqué ma curiosité, Alain, et je suis allée vers la promotrice, la présidente de l'association Buntu Sport du Bénin, qui, comme nous, a pu jouer au Buntu à l'école. Mais il se fait, comme elle l'a dit, que dans la sous-région, il y a des pays africains déjà qui ont transformé ça en discipline sportive. Le Congo. Le Congo, étant sportive, elle a dit, elle naviguait déjà sur les écrans, suivait des éléments sport quand elle est tombée dessus. Ça lui a donné l'idée de le faire.
Et moi, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est de voir que ça prend réellement. Ça fait 10 ans que le Ubuntu a commencé timidement, mais aujourd'hui, dans tous les départements du Bénin, on a un club de Ubuntu. Wow. On a un club de Ubuntu, les gens s'y intéressent, au point où elle va participer cette année au festival de sport féminin. Bon, le Ubuntu, c'est un jeu déjà féminin. Mais pour taquiner les garçons, quand on était à l'école et tout, on les embêtait. Il y a certains garçons qui se laissent aller dans le jeu. Mais comme je pense que... Jeu, bon, voilà, les garçons. En plus, longtemps, on s'est dit, c'est ce jeu féminin, je dirais, qui n'a vraiment pas qui n'est pas une discipline sportive. Exactement. Et aujourd'hui, parce qu'on nous a dit les femmes, c'est toujours les jeux. C'est le Ubuntu. C'est le Ubuntu ou rien, ça ne nous apporte rien. Mais aujourd'hui, ça nous apporte quelque chose. Aujourd'hui, ça devient une discipline. Surtout, voir les jeunes filles sauter comme ça, c'est de l'énergie. Est-ce qu'à votre avis, Ghislaine Ademi, Patrick Dessous, Marvin, Yasmine, on pourrait surfer sur le Ubuntu pour être un peu plus présent aussi sur le toit du monde en tant que nation béninoise. Mais pourquoi pas? Je me dis, si on donnait réellement de la valeur, comme ça a commencé, si on continuait d'en parler, et c'est ce pourquoi nous avons voulu amener ça déjà sur ce plateau de télévision, si on commence déjà à donner de la visibilité à cette discipline, on y arrivera. En plus, c'est comme Yasmine vient de le souligner, ça réunit des jeunes filles, des enfants, et c'est un loisir sain. Oui. Et c'est un sport quand même de collectivité qui permet aux filles. Aujourd'hui, je me dis, en tant que parent, ma fille me dit, maman, il y a le Ubuntu qui se développe dans mon école. Je vais lui dire, ah vas-y, c'est intéressant. Et puis toute maman a quand même eu à faire quand même ce jeu-là. Et puis ça fait bouger tout le temps. Tout le temps, ça fait bouger. Et c'est du sport. C'est vraiment du sport. Dommage que les images n'étaient pas très bonnes, sinon je me suis amusée quand j'étais allée pour enregistrer les enfants. Ah mais là, je n'ai plus essoufflé ou bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle est sur des talons. On va essayer. Non, mais est-ce que les caméras pour... Non, restez juste là. Votre caméra pourra vous prendre. Mesdames, messieurs, ne vous en faites pas. On va faire du Ubuntu. On va définir les règles d'abord. Moi, je prends plus. C'est ce qu'on faisait à l'école. Moi, je prends plus. Tu prends moins. Ah oui. Moins. Bon, moi, plus. C'est-à-dire quand les deux pieds se joignent de même côté, c'est moi qui gagne. Et là, quand c'est le contraire, c'est moi qui gagne. D'accord. Ok. Donc, moi, il n'y a pas les lignes ici. Allez, on y va. Pam, pam, pam. Elle est droite. Elle est J'ai gagné. Il joue vraiment comme un homme. De toute façon, il n'est pas femme. Il joue vraiment comme un homme. Non, mais c'est ce qui nous faisait rigoler à l'école. Mais aujourd'hui, je pense que si on en fait vraiment une discipline, ce serait bien quand même que les garçons aussi s'y mettent. Oui. Ce serait bien que les garçons s'y mettent. On va pas féminiser, le jeu. Et puis ça élargit la gamme des disciplines sportives. Bon, moi, je vous souffre quelque chose. En fait, j'ai fait du Ubuntu. Bon, on fait notre démonstration de ce côté. Je ne fais pas de démonstration. J'ai fait du Ubuntu en étant jeune. Et après, mon épouse est devenue la communicatrice de l'association. Ah ben dis donc, c'est vrai. Oui. Donc finalement, c'est un couple de Ubuntuistes. Alors, comment j'ai fait du Ubuntu? Vous savez, moi, j'ai eu 5 grandes sœurs. Ah, d'accord. Donc, vous comprenez que... qui fait des jeux. C'est le petit garçon femme de la maison. Et donc, beaucoup de choses féminines. J'ai embarqué le Ubuntu, la cuisine, tout ce qui est féminin. J'ai embarqué directement parce que je suis né au milieu, en plein milieu. Donc, et j'ai constaté que, en réalité, je me fatiguais plus vite que les femmes quand Oui, mais parce que là, attendez, il faut taper des mains, il faut sauter, il faut calculer quel est le... Comme j'ai fait tout à l'heure avec Ghislaine, quel est le pied qu'elle veut avancer. Je me demandais, mais quand même, je suis un peu plus sportif qu'elle, mais pourquoi je me fatigue? C'est après que j'ai compris que les femmes sont plus résistantes en réalité pour certains sports. Et on ne le sait pas. Parce qu'on se dit la virilité, elle est masculine. Non, les femmes, parce que
leur corps s'adapte rapidement. Donc, elles n'ont pas besoin de toute la pesanteur que nous que les garçons. C'est pas la masse physique. C'est pas la masse physique. L'énergie physique, mais c'est de l'énergie psychologique. Oui. Donc, elles y mettent leur mental. L'envie de relever des défis. Oui. Et alors, il y a un aspect particulier que personne n'a encore soulevé. Vous avez constaté que quand les femmes sont en train de faire du Ubuntu, elles chantent. Oui. Ah oui. Mais il n'y a pas que dans le Ubuntu. Dans toute activité qu'une femme engage, pour aller de l'avant, elle met le chant. Oui. Nos Amazones chantaient. Oui, c'est vrai. Au handball, moi j'ai fait le handball, c'est l'exemple que je donne le plus. Pour arriver sur le terrain, on se donne des chants de victoire et il y a des cris de ralliement à chaque instant. Vous allez voir que dans toutes les disciplines sportives, les clubs féminins donnent beaucoup plus de la tonalité dans le bruit, dans le chant. Plutôt que les clubs masculins. Et souvent, même quand on parle de cheerleaders, c'est tout des femmes. Des femmes. Parce qu'elles chantent, elles donnent toujours de la joie et elles encouragent à travers le chant. Et si on créait une équipe de Ubuntu au niveau de la SRTB, pourquoi pas? Je m'y attendais. SRTB Ubuntu. Non, l'amicale des femmes de la SRTB, facile. Ah oui, pourquoi pas? Mais Marvin, vous nous avez raconté peut-être que vous avez déjà eu à faire aussi. Aussi. Moi, je n'ai pas fait. Marvin, vous n'avez pas fait de Ubuntu? C'est que la génération, c'est que au milieu des c'est deux points c'est tout. Pendant que ses copines jouaient le Ubuntu. Les Ludo, c'est tout récemment j'ai appris en fait. Ah, mais vous avez appris quand même. Hein? Oui, j'ai appris. Donc ça veut dire que vous pouvez faire partie de l'équipe de Ghislaine. Je vais intégrer. Ah oui, il le faut parce que je parie qu'elle va jouer comme des hommes. Peut-être qu'on va finir par enlever nos enfants, leur arracher un tout petit peu les écrans. Leur addiction aux écrans. Les jeux. Il ne semble pas être d'accord. Elle va finir par s'y dire. Dis-tu que votre fille va accepter laisser son portable? Non, pas abandonner. Non, pas abandonner, jouer avec vous. Pour un moment, il faut quand même qu'on y arrive. Sûrement un dimanche à la plage. À la plage, mais pourquoi pas à la maison, dans la cour. Il y a de ces vieux jeux qu'on faisait entre nous et qui créaient une certaine cohésion qui tendait à disparaître. Donc, si on commence à faire la promotion de ces jeux-là, à la maison. Moi, je dis en tant que maman, ça ne me dérange même pas de jouer avec les enfants à la maison. Pourquoi pas? Et ça dépend de comment le parent. Ils sont plus endurants que vous. Oui, mais c'est là aussi, ça nous permet de travailler. Ça nous permet de passer un bout de temps avec nos enfants. Non seulement ça, on le disait hier dans l'émission d'hier, il faut faire de l'exercice. C'est aussi une forme d'exercice. Quand on recevait le docteur pas le fait avoir un factus. Yasmine a peur, alors que c'est elle qui anime l'émission Sport Paris. Les maris, quand ils rentrent, ils sont tout le temps sur le téléphone ou tout le temps, bien les week-ends, ne font rien avec elle. Moi, je pense que c'est aussi une belle idée de taquiner tonton pour dire écoute, viens, et tu le boostes un peu. Les hommes aiment bien ça, il va s'amuser. Même si c'est quelques minutes. C'est clair. C'est mieux de jouer Ludo avec lui. Il va faire pam, pam, pam. Elle est vieille. La femme sera toujours en tête et à un moment donné, va se décourager. Donc, il faut bien jouer Ludo avec ça. Aujourd'hui, les hommes, ils aiment prendre, relever certains défis. Surtout quand tu veux leur dire, tu n'as même plus le souffle. Il va te dire, qu'est-ce que tu crois? C'est le challenge, quoi. C'est des challenges. Eh bien, je pense que c'est une manière de ressusciter ces jeux-là qui tendent à disparaître. Est-ce que vous vous rappelez le jeu Versiceray? Oui. Il y avait... les billes, là. Les billes sont la forme modernisée du Versiceray. Ça, on faisait ça avec les capsules, non? Non, il y avait les capsules, mais il y avait un fruit qui servait de base à le faire. Je crois que dans la vallée de l'Ouémé, il y a le président Hyacinthe Agon, je crois, qui est en train de travailler à ressusciter ce jeu. Peut-être on ira ressortir tout ça parce que c'est notre culture, c'est avec beaucoup de joie qu'on se retrouve à revivre ces instants. Et c'est à nous de le partager avec les plus jeunes. Oui, justement, Ghislaine, en parlant de notre culture, le Ubuntu, il a été démontré qu'en fait, ça venait d'ici. Mais nous, on ne considère pas cela comme un sport. Ah ouais. Et les autres ont récupéré. ont pris et puis on prit le devant. C'est allé même jusqu'aux Jeux africains. Compétition. Oui, c'est allé aux Jeux africains.
africain. Donc, si ça remonte aux Jeux Olympiques, il faut que le Bénin soit parmi les... Peut-être que je serai parmi les athlètes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr, athlète senior, boutouiste. Le mot n'existe pas, hein, chers amis. On vient de créer le mot boutouiste. Oui, quand on parle de Congolaises, c'est de grandes dames. Oui, de grandes dames. C'est de grandes dames, c'est pas que les jeunes filles comme on a vu tout à l'heure. C'est pas les jeunes filles béninoises, ce sont de grandes dames. C'est un jeu pour tous les âges. Allez, ce qui est sûr, on va demander à notre Monique nationale de faire en sorte que le jeu prenne plus d'ampleur. Oui. Et merci à vous, Ghislaine, de nous avoir replongé dans cet univers de Ubuntu et surtout d'avoir accepté qu'on fasse le petit exercice. Derrière la caméra, tout à l'heure, on va s'y mettre. On verra qui va gagner. Ça va se passer devant les téléspectateurs. On verra bien. Ce qu'on va voir tout de suite, mesdames, messieurs, c'est cette habitude que nous avons de cliquer sur tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Internet. Marvin va nous en parler. Voici le tapis qui va être dressé pour elle. Souvent, vous êtes là, dans votre messagerie, apparaît une invitation à cliquer sur telle chose, telle société organise la gratuité de tel produit. Si vous êtes intéressé, il faut faire telle chose. Mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que c'est de l'arnaque qui est dressée comme ça sur la table. Comment est-ce qu'il faut l'éviter? Quelles sont les alertes? Quels sont les comportements à avoir? Marvin, vous avez choisi de nous en parler ce matin. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour Yasmine, bonjour Patrick. Oui. Bonjour Ghislaine. Vous y arrivez. Mesdames, messieurs, vous savez pourquoi? Parce que hier ou tout le temps, elle disait Monsieur Alain, Monsieur Patrick, Madame Ghislaine, alors que sur ce plateau, c'est Relax. Et donc, c'est Alain, Yasmine, Ghislaine, Patrick. Oui. Bon, je suis sûr. Marvin, qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre au niveau des clics? Déjà, je vais déjà poser la question de savoir, vous avez déjà reçu plusieurs fois des messages WhatsApp? Et on avait parlé la dernière fois de messages de la Sobebra. On dit que la Sobebra offre 1 million de francs CFA à ses consommateurs les plus fidèles. Oui. Et il fallait cliquer un lien. Le dernier que j'ai même reçu, où j'ai écrit à l'intéressé, j'ai dit ne publie plus. Il dit moi je l'ai fait, j'ai gagné tel montant, je t'invite à cliquer. Il dit mon frère, ne clique plus, ne partage plus non plus. Exactement. Moi aussi, j'en ai reçu, on a dit le président est en train de donner 100 000 francs. Lequel des présidents? Le président Patrice Talon. Le même. Quand même. Permis de rêver. Quand même. C'est vrai qu'il fait du social, mais pas du social. Et on va cliquer simplement. Donc c'est ça, on reçoit beaucoup de messages avec des liens, surtout qui invitent à cliquer et surtout des personnes qui disent avoir pu gagner en fait quelque chose issu. Je pense qu'on avait déjà une fois, il y a le fait qu'on met en avant des témoignages pour modifier l'opinion. Parce que j'ai gagné, je me dis oui, je vais dire ça à telle personne pour le faire. Alors moi, ces messages-là, souvent, ça insiste sur l'urgence. Clique sur ce lien avant les 24 heures pour pouvoir gagner tel lot. Ou vous avez reçu un Momo, je ne sais pas, il y a plusieurs personnes qui envoient des messages, mais SMS, mais qui mettent vous avez reçu un montant de tel et vous dire qu'ils ont fait des dépôts erronés et qu'il faudrait renvoyer les sous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé plusieurs fois. Des personnes appellent, mais comme notre cerveau est déjà habitué à recevoir Momo, MTN Momo, on se dit, bon, c'est MTN Momo qui l'a envoyé. Pour le faire, en fait, il faut vérifier l'architecture du mail. Souvent, les vrais sites, les sites sécurisés, en fait, c'est l'HTTPS. Le S est toujours derrière. Le S est indispensable. Un site HTTP est un site souvent frauduleux, un site qui n'est pas sécurisé, parce que le S, c'est la sécurisation, en fait, de l'information qui est sur le site. Donc, quand vous voyez des sites HTTP, il faut d'abord être réticent. Et dans la nomenclature du lien, souvent peut-être, on suppose qu'ils veulent parler de la Sobebra, ils vont mettre HTTP, Sobre, ils vont mettre un grand B pour le bras, au lieu de Sobebra en toutes lettres minuscules. Donc souvent, ils jouent au lieu de Sobebra, on va écrire Sobrebra par exemple. Ils vont jouer sur, on fait pas attention. Ils vont jouer sur les petites lettres en fait, mais comme nous, on est habitué on sait que quand on voit on sait que c'est Sobebra qui suit. On voit que bon, ça, c'est. Alors que ça pourrait être sottise, par exemple. Voilà, il y a le point comme derrière. Donc, c'est ça. Et il y a aussi les liens des banques où ils disent que telle banque est en train de faire une réinitialisation du mot de passe et qu'il faudrait cliquer sur le lien pour réinitialiser son mot de passe. Ou bien la banque fait un prêt formidable. Voilà. Et ceux qui cliquent quand même, il y a eu de nombreuses victimes, des personnes.
en cliquant le lien, se sont retrouvés vidés de leur compte bancaire parce qu'ils n'ont pas fait attention. Quelles sont, Marvin, les conséquences les plus importantes, il n'y a pas de conséquences moindres, que l'on court, les risques que l'on prend en cliquant sur des liens n'importe comment? On a parlé hier d'informations personnelles, de données personnelles. Déjà, en cliquant sur un lien frauduleux, en cliquant sur un lien qui n'est pas sécurisé, on accepte déjà remettre toutes nos données à une personne. Parce que on a parlé de réseaux sociaux, on peut scanner notre passeport et on peut trouver là où on part, notre logement. En cliquant sur des liens frauduleux, déjà, on donne accès à la personne, à notre téléphone. Juste en cliquant sur ce lien, la personne peut avoir déjà le copie conforme de notre téléphone, nos applications, nos messages, nos WhatsApp et tout le contenu. Tout le contenu. Ce que font les hackers. Exactement. Et je pense qu'il y a eu un temps où des personnes ont partagé que MTN voulait faire des prêts. Avant que MTN ne lance le prêt express, les gens ont partagé que MTN voulait faire des prêts. Et plusieurs personnes ont scanner le CIP, le passeport, parce qu'avant de faire le prêt, ils ont exigé de scanner des pièces d'identité. Et en scannant ces pièces d'identité, en fait, le téléphone a été dupliqué et toute information, ils peuvent être là. On sait tous qu'il y a une caméra là. Bien sûr. De loin, on active la caméra. On est surveillé de A à Z. Tout ce qu'on fait, en fait, on est surveillé. Et moi, pour conseil, plusieurs personnes sont victimes de ça. Ça passe par WhatsApp, ça passe par SMS. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les conseils? Il y a le centre numérique, il y a le Centre national d'investigation numérique qui est là, qui même hier a partagé une alerte et a dit que toute personne qui va partager les liens d'une application récente appelée Pépite, Pépite ou Popo Live, c'est une application similaire à TikTok qui demande qu'on paye un montant et qu'on fasse des lives et on est payé en retour. On a vu l'effet Cameo Shell. Vous êtes parti avec plusieurs milliards. Donc Pépite maintenant est la nouvelle application qui demande de l'investissement pour pouvoir générer de l'argent à travers les lives. Et hier, le Centre national a exhorté tous les Béninois à désinstaller l'application, à ne pas cliquer sur le lien et pour conséquence, il risque d'être... C'est vrai que le monde numérique apparaît aujourd'hui comme un vaste champ de menaces et de guerre parce que, regardez sur le net, il y a une page sur Facebook, par exemple, qui, à longueur de journée, inonde ce réseau social d'annonces de vente aux enchères de véhicules, de produits saisis, qui auraient été saisis par la douane, alors qu'il n'en est absolument rien. Je crois que le Centre national d'investigation numérique alerte également sur ce sujet-là. Et donc, Marvin, en résumé, il faut savoir cliquer sur les liens. Oui, il faut savoir cliquer sur les liens. Si on a été victime en fait, d'une arnaque numérique, il y a le site du Centre national qui est là. Il faut aller pour porter plainte. Il ne faut pas du tout paniquer. Il faut réinsérer ses mots de passe. Bon, si l'argent passe, c'est que il faut quand même faire très attention. Le S est important dans le HTTP. C'est que nous ici, un certain nombre de présentateurs, on est victimes aussi de ces arnaqueurs-là. Regardez, ne soyez pas surpris, par exemple, que les gens aillent chercher une copie de cette émission qu'on est en train de faire ce matin, par exemple, de traficoter ça avec l'intelligence artificielle et de nous faire dire des choses qu'on n'a jamais dit. Hier, j'ai reçu 5 appels, vous imaginez. Et vous vendez quoi? Mieux, attendez, ça, je le dis officiellement ici, mesdames, messieurs, l'ORTB, nous les agents de l'ORTB, les présentateurs de la SRTB et de Bénin TV, pardon, nous ne faisons jamais de publicité de médicaments. Nous ne faisons jamais de publicité de jeux. Nous ne faisons jamais de publicité de quelque produit que ce soit. Les gens manipulent nos vidéos et nous font dire des choses que nous ne disons pas. Avec l'intelligence artificielle, vous allez m'entendre, moi, Alain Sochoumé, presque mon timbre, presque ma gestuelle, les mimiques de mes lèvres pendant que je parle et tout. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui a travaillé dans cette maison, SRTB, SORTB, qui est allé à la retraite, qui m'a écrit hier, qui me dit, Alain, j'ai suivi ta brillante présentation de ce produit-là. Je voudrais savoir de quoi il en est. Je dis, mais chef, ça n'a jamais été le cas. La preuve est que vous avez suivi les liens, ils vous ont baratiné et tout, et vous n'avez abouti à rien. Alors, ces personnes profitent de notre crédibilité. Parce qu'ils se disent, attention, quand on prend quelqu'un comme Marcel Arossi, c'est quand même un grand journaliste de la SRTB. Quand je prends quelqu'un comme Esther Pazou, c'est quand même des personnes crédibles. Quand ils disent quelque chose, ça passe dans l'opinion. Ne soyez pas victime de ça. Si vous voyez des annonces venant éventuellement
ou prétendument venant de nous, vendant les mairies de tel jeu, de tel produit, de tel médicament et tout. Ce n'est pas Ghislaine, ce n'est pas Estelle Pazou, ce n'est pas Rebecca Kenyan-Ondé, ce n'est pas Rodi Babagweto, ce n'est même pas Ozias Sounouvou, ce n'est pas Marcel Arros. Oui, sur Ozias, ce n'est pas moi, Alain, c'est personne d'autre. Merci beaucoup. Merci. Je compte dire que ces personnes-là pensent qu'ils ont le droit de le faire et heureusement que le Centre national des investigations. J'espère que le Centre national des investigations nous écoute parce que moi, j'ai porté des plaintes. Voilà, je leur ai écrit, je n'ai pas eu de suite. Je le dis officiellement et en direct. J'espère que le directeur Wanilo prendra ses responsabilités. Chers amis, on va accueillir Marcel Arrossi. On va vous libérer, vous, Yasmine, voilà, pour parler donc de l'actualité au niveau des périodiques. On va installer Marcel Arrossi. Marcel Arrossi est fidèle au poste. Bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Alors, en route vers le mondial 2026, l'Afrique du Sud perd 3 points et le Bénin devient leader. La presse béninoise s'enflamme presque ce matin et le football béninois respire un parfum d'histoire. Fraternité va s'exclamer. L'Afrique du Sud perd 3 points sur tapis vert. Le Bénin désormais leader du groupe C en route vers le mondial. Vous l'avez bien indiqué. Un coup de massue pour les Bafana, une bouffée d'espoir pour les Guépards. La FIFA a tranché. Teboho Mokoena n'aurait jamais dû fouler la pelouse face au Lesotho. Résultat, défaite par forfait, amende salée et regret amer. Mais dans ce désastre sud-africain, le Bénin se redresse leader du groupe avec 14 points et une différence de but favorable. Le rêve s'approche, mais il reste suspendu à 2 voyages de feu, Kigali et Abuja. Le champion, lui, tonne avec gravité. La FIFA a tranché, écrit le quotidien. Oui, elle a tranché comme une épée qui déchire le destin. 3 points envolés pour l'Afrique du Sud, 3 marches gravies pour le Bénin. Rohr tempère de son côté et reste beaucoup prudent. Psychologiquement, cela peut nous booster. Eux ont pris un coup derrière la tête, c'est vrai. Mais la lucidité demeure. Rien n'est gagné car le Rwanda et le Nigeria guettent comme 2 fauves à l'affût. À l'ONU, pour l'Assemblée générale, Marcel, le Bénin signe plusieurs accords. Ce matin, le matinal nous entraîne à New York, au cœur de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Et le journal l'affirme sans détour, le Bénin signe des accords stratégiques sous la houlette du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari. La délégation béninoise n'a pas fait de la figuration. Elle a multiplié plutôt les initiatives, enchaîné les signatures, élargi les horizons. Accord aérien avec le Luxembourg pour relier davantage nos peuples et nos marchés. Exemption de visa avec les Émirats arabes unis, le Kenya, le Tchad, Antigua et Barbuda, les îles Marshall et les États fédérés de Micronésie, des passerelles dressées vers le monde, des frontières qui s'effacent pour mieux circuler. Et ce n'est pas tout. Discussion fructueuse avec l'Azerbaïdjan, le Venezuela, les Maldives, le Burundi, la Mauritanie, puis cerises diplomatiques sur le gâteau, l'établissement de relations officielles avec Trinité et Tobago et les Palaos. Le matinal souligne par ses actes, le Bénin confirme son ancrage dans le multilatéralisme et diversifie ses partenariats. Un Bénin qui ose, un Bénin qui tisse, un Bénin qui s'impose. Et ce qui s'impose, Marcel, c'est la descente de ce plateau et avec vous et avec tous les autres avec. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. C'était le numéro 12 de ce jour. On se retrouve demain par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, toujours fidèle au poste, avec la même énergie, la même fidélité et surtout le même amour pour le travail et pour notre patrie.